Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de toutes les sous-factions les plus uniques de l'ordre. Pour rappel ou pour ceux qui ne le savent pas, les sous-factions sont différentes cultures qui constituent chaque faction. Cela peut être des cités ou différents pays qui peuvent avoir une certaine philosophie ou vivre dans certaines conditions qui va les différencier par rapport aux autres. Les sous-factions vont vraiment montrer tout le potentiel qu'ont chaque faction et certaines vont vraiment énormément se démarquer. Et c'est justement celles-ci dont on va parler. Elles peuvent montrer des facettes d'une faction qu'on n'aurait pas vraiment imaginé, et certaines sont assez étonnantes et peuvent montrer les factions sous un nouvel angle. N'hésitez donc pas à me dire celles que vous aurez trouvées les plus intéressantes. Quelle est la cité de Sigmar la plus unique? Dans les royaumes mortels, les cités libres sont de tout petits bastions de civilisation érigés au milieu d'un océan de chaos. La plupart ont été fondés après les guerres des portes, sur des territoires libérés par les éternels de l'orage, envoyés par le dieu roi. Elles se sont vite peuplées de familles venues d'Azir, le royaume des cieux, ainsi que de différents natifs des royaumes mortels qui ont réussi à endurer l'âge du chaos pendant plusieurs siècles. Chaque cité a fini par développer sa propre identité. Certaines sont majoritairement devenues des places fortes militaires, d'autres des centres religieux ou des carrefours commerciaux majeurs. Malgré cette diversité, il y a tout de même une cité qu'on peut facilement reconnaître comme la plus unique parmi toutes les autres. Elle se distingue profondément non pas par sa taille ou la puissance de ses armées, mais par le mode de vie quotidien de ses habitants. Il s'agit d'Excelsis, la cité des secrets. À première vue, cette cité ressemble aux autres. Les cités de Sigmar sont conçues comme des points d'ancrage dans les royaumes hostiles. Elles combinent une discipline militaire, une administration et une politique basée sur la culture d'Azir. Leur survie repose sur un équilibre fragile entre la foi, l'acier et les alliances précaires. Dans le royaume de Gur, le royaume des bêtes, l'endroit où se trouve Excelsis, cette survie est d'autant plus difficile, car la terre elle-même peut parfois être prédatrice. Les cités de ce royaume doivent résister non seulement aux armées du chaos, mais aussi aux Wag Oruk, aux bêtes colossales et aux caprices de ces terres sauvages. Et malgré ces conditions, Excelsis a réussi à s'élever. Et ce, car elle n'est pas une simple cité fortifiée parmi tant d'autres. Cela est dû au fait qu'elle a été bâtie autour d'un artefact ancien, qui redéfinit totalement la manière dont une société peut fonctionner. Ici, le futur lui-même n'est pas seulement redouté ou espéré, mais il est littéralement extrait, vendu et utilisé au quotidien. Comment un concept aussi abstrait peut devenir aussi tangible? Eh bien, au large du port d'Excelsis se dresse quelque chose qui semble défier les lois de la réalité. L'immense lance de Malus. Un fragment gigantesque du monde qui fut, projeté dans les royaumes mortels lors de leur formation. Une immense masse cristalline qui est loin d'être un simple vestige du passé, car la matière qui la compose renferme des prophéties. C'est autour de cette pierre angulaire que la cité d'Excelsis a été fondée. Et c'est donc de la lance elle-même que dépend toute sa singularité et sa survie. Devant des propriétés aussi prodigieuses, une organisation a été créée, la Guilde des prophétiseurs, qui a pour mission de miner et exploiter la lance de Malus en extrayant ces cristaux contenant des fragments de vision. Durant le processus d'extraction, de petits éclats sont souvent créés. Ces fragments sont appelés les miroitants et ils sont suffisamment communs pour servir de monnaie d'échange dans la cité. Donc oui, à Excelsis, on peut littéralement payer ses dettes ou sa nourriture avec des parcelles du futur. D'autres décident parfois d'utiliser ces fragments différemment, en les consommant. En touchant directement ces cristaux, on peut entrevoir des instants dans le futur. Ces visions sont très aléatoires, et il y a des voyants dont le métier est littéralement d'essayer de prévoir dans quel domaine chaque fragment pourrait être utile. Utilisés avec modération, ils peuvent offrir un avantage décisif dans les affaires, la navigation ou même encore la chasse, ou encore bien d'autres domaines. Cependant, un usage répété peut entraîner une dépendance très dangereuse. Toujours savoir ce qui va potentiellement arriver peut être addictif pour quelqu'un qui veut toujours garder le contrôle sur sa vie, ou même plonger certains individus dans un état où les visions se superposent au présent, ce qui leur fait perdre la capacité de discerner le futur et le présent. Il existe aussi des cristaux plus puissants et plus larges que les miroitants. On les appelle les augures. Ils sont plus rares et ont donc beaucoup plus de valeur. La plupart du temps, ils sont vendus dans des enchères, au hall de la guilde, où marchands, nobles et chefs militaires spéculent sur l'avenir comme d'autres spéculeraient sur des marchandises exotiques ou des courants d'action d'une entreprise.
Les plus dangereuses de ces prophéties sont conservées sous une étroite surveillance et étudiées par la Collégiale des Arcanes, l'institution majeure qui régit les mages des cités de Sigmar. Quant aux prophéties très importantes liées à l'avenir de la cité d'Excelsis elle-même, sont conservées par le conclave qui dirige la cité. Sans grande surprise, elles sont tenues secrètes et sont conservées au cœur du palais Excelsium, le siège du pouvoir politique de la cité. Là se trouve une vaste salle pavée de cristal, extrait de la lance de Malus, et qui forme une carte prophétique de la cité, ainsi que de ses environs sur la côte des défenses. Cette salle permet d'observer les menaces potentielles avant même qu'elles ne se manifestent pleinement. Les membres du conclave jouent en permanence à une sorte de partie en 4 dimensions. C'est dire pourquoi ces membres, contrairement aux autres cités de Sigmar qui sont généralement élus par la population, sont à la place choisis pour leur capacité à interpréter les prophéties et à pouvoir entrevoir des voies au milieu de multiples avenirs possibles. Aussi, pour rester longtemps dans une telle position, ces membres doivent avoir la résistance mentale pour résister à l'influence d'entités qui existent hors de l'espace et du temps, notamment les puissances de la ruine. Excelsis ne se contente pas donc de réagir aux événements. Ses habitants cherchent constamment à les prévenir et à les changer avant même qu'ils n'arrivent. Un tel mode de vie affecte donc profondément la mentalité de sa population. Comme on l'a dit, vivre à Excelsis signifie cohabiter en permanence avec l'idée que l'avenir peut être connu et manipulé au quotidien. Par exemple, un simple pêcheur va utiliser des visions pour éviter les tempêtes de la mer Griffeuse ou localiser les coins de pêche les plus profitables. Des marchands peuvent sécuriser des routes commerciales qui n'existeront pas avant encore quelques années, et des stratèges militaires choisissent des champs de bataille avec une précision calculée pour commencer à les fortifier et les préparer avant même que leur ennemi n'ait pensé à les attaquer. Et ça peut vraiment mener à toutes sortes de situations aberrantes que la population a fini par devoir accepter comme normales. Essayez d'imaginer que vous pourriez être en train de marcher dans la rue, quelqu'un que vous n'avez jamais vu croise votre regard et vous dit avec un sourire « Ah, dans 5 ans, vous poseriez sûrement 1000 questions, mais un habitant d'Excelsis va juste marquer une pause, hausser les épaules et continuer son chemin comme si de rien n'était. » Dans un autre cas, vous pourriez voir quelqu'un hurler que la fin approche, que la cité va tomber et qu'une horde de sauvages va amener la mort et le sang. Et vous auriez des personnes qui, au lieu de le prendre pour un fou, juste acquiesceraient un peu en mode « Ouais, effectivement, j'ai vu ça aussi. Bon, je vais aller chercher du pain, moi. » Ou encore, un autre exemple, quelqu'un pourrait voir tous les mauvais choix qu'il pourrait faire dans sa vie. Marier la mauvaise personne, faire le mauvais investissement, habiter la mauvaise maison qui pourrait un jour s'écrouler, pour au final réaliser qu'il a passé sa vie à éviter des avenirs potentiels et qu'il a oublié de vivre. Et maintenant, il est juste triste et seul. Ou alors, imaginez que cette personne a vu cet avenir possible et décide finalement de faire toutes ses erreurs pour vraiment vivre. Ça pourrait être aussi à cause de ce genre d'histoire que des habitants d'Excelsis refuseraient catégoriquement de toucher le moindre fragment prophétique pour éviter les spoilers en quelque sorte. Après, cette relation constante avec l'avenir engendre des tensions profondes chez certains, un stress constant. Chaque jour, des histoires de peur et de faim se propagent. Et tout le monde n'a pas forcément accès à ces informations, car certaines valent très cher. C'est aussi un des aléas d'avoir transformé le futur en une monnaie. Les plus fortunés peuvent s'offrir les augures les plus révélatrices, tandis que les plus modestes doivent se contenter de fragments flous et incertains. Comme on l'a dit plus tôt, certains deviennent dépendants à ces prophéties et sont incapables de prendre une décision sans consulter une vision, comme si leur libre arbitre avait disparu. À l'inverse aussi, la certitude partielle de l'avenir peut aussi rendre arrogant et inconscient. Une cité entière convaincue d'anticiper les menaces peut sous-estimer l'imprévisible. Quelque chose aussi minuscule soit-il peut passer entre les mailles de leur filet prophétique et peut créer une sorte d'effet papillon, des conséquences complètement inattendues. D'ailleurs, si différentes personnes cherchent à changer le même avenir sans le savoir, leurs actions pourraient s'entremêler dans le cours du destin et créer un résultat que personne ne voulait. C'est là que réside le paradoxe d'Excelsis. Malgré l'obsession constante de la cité sur l'avenir, quelque chose, quel qu'il soit, doit finir par arriver. Voilà donc un peu pour l'ambiance d'Excelsis. Maintenant, parlons un peu de son histoire.
La cité a été fondée suite à la guerre des portes par l'Host des Éternels des Chevaliers Excelsior. Un Host réputé pour être aussi assez différent. Là où la plupart des autres Éternels sont des protecteurs bienveillants, les Chevaliers Excelsior sont connus pour leur absence de miséricorde face à la corruption. En un sens, ce sont les inquisiteurs des Éternels. La cité a donc commencé comme l'un de leurs bastions militaires, et elle sera nommée en l'honneur de cet Host. Très vite, grâce aux propriétés de la lance de Malus, elle a fini par devenir un centre commercial majeur. La ville s'est très vite étendue progressivement autour de la baie dominée par la lance de Malus. Mais son développement a fini par être bien trop rapide et l'expansion est devenue chaotique. La cité s'est densifiée, verticalisée et a donné naissance aux veines, des quartiers surpeuplés et labyrinthiques où la criminalité et la pauvreté a commencé à se développer. Cette instabilité a fini par mener au désespoir et à la sédition. Et Excelsis, même les plus pauvres peuvent être dangereux s'ils arrivent à accéder aux bonnes prophéties. Ces tensions ont aussi été le terroir parfait pour certains cultes des dieux sombres, notamment les serviteurs du dieu du changement, qui voyaient naturellement la lance de Malus comme un trésor inestimable. Et donc, sans grande surprise, l'histoire d'Excelsis a été marquée par plusieurs purges, des chevaliers Excelsior qui étaient à l'affût de la moindre infiltration chaotique. L'une des plus marquantes a survenu à la suite d'un complot de l'ancien haut arbitre Ortam Vermeer, qui s'était secrètement dévoué à Tzinch. Sa position de pouvoir a rendu sa trahison encore plus dangereuse, car le haut arbitre est le membre du conclave en charge des lois et des jugements. Son coup d'État a manqué de faire basculer la cité. Et bien que les agents de l'ordre d'Azir sont parvenus à l'arrêter, notamment Anivartol et Armand Calice, la réponse des chevaliers Excelsior n'en a pas été moins brutale. Des quartiers entiers ont été purgés, coupables ou innocents. Le seigneur Véritan Cérus, qui a d'ailleurs dirigé cette purge, s'est bâti une réputation sanglante qui ne sera jamais oubliée par les habitants, à un tel point qu'il est surnommé le faucheur blanc. Aux yeux de certains, il était le rempart nécessaire contre la corruption. Pour d'autres, il incarne une justice impitoyable qui menace de dévorer la cité qu'elle prétend protéger. Ces purges laissent à chaque fois une cicatrice durable dans les mémoires collectives. Excelsis est devenue une ville où la loyauté est scrutée, où la rumeur peut être mortelle, et où la peur de l'ennemi intérieur rivalise avec celle des hordes extérieures. Ensuite, au cours de l'âge de Sigmar, durant les événements du nécroséisme de Nagash, la vague de mort qui a traversé les royaumes mortels a aussi frappé Excelsis. La cité a été assaillie par une immense horde de morts vivants, mais est parvenue à survivre en s'appuyant sur des augures soigneusement choisis et conservés pour anticiper les assauts les plus dévastateurs. Grâce à cela, la ville a réussi à tenir bon, mais le prix a été élevé. Certains districts sont ravagés par des phénomènes magiques instables, et des zones entières sont devenues des terres maudites, où persistent des flammes surnaturelles et des distorsions arcaniques. Ces cicatrices ont alimenté la méfiance d'une partie de la population envers la magie elle-même. Surtout parmi les descendants des tribus natives d'Augure, qui avaient déjà souffert sous l'âge du chaos et ont commencé à devenir plus superstitieux. C'est dans ce climat d'angoisse que naît un mouvement qui va profondément déstabiliser la ville et devenir une menace pour elle dans le futur. Un prédicateur du nom de Odo Molgen va finir par diriger un ordre nommé la Confrérie de la Pierre de Négation. Au début, il se présentait comme un mouvement visant à protéger la ville des excès magiques et des infiltrations chaotiques. Ce discours a été accueilli à bras ouverts par une partie de la population, épuisée par les catastrophes successives ésotériques. Mais peu à peu, leur rhétorique s'est radicalisée. Les cibles ont fini par ne plus être seulement des pratiquants de magie non autorisés, mais tous les mages sans distinction. Puis tous ceux qui possèdent les moyens d'y avoir recours. Les elfes spécifiquement, soupçonnés de disposer d'un talent magique inné, sont devenus leurs boucs émissaires favoris. Beaucoup d'ambassadeurs corsaires et alliés ont commencé à quitter progressivement la ville face aux persécutions. Et ironiquement, ce que la confrérie ne se rendait pas compte, c'est que son obsession et la violence qu'elle engendrait a fini par attirer l'attention d'une puissance qu'elle prétendait combattre. En se laissant consumer par la haine et la paranoïa, ses membres deviennent des proies idéales pour Slaanesh. C'est là qu'on voit que le vieil ennemi n'entre pas toujours par les portes. Parfois, il naît des excès de ceux qui pensent défendre la vertu. Et lentement, un poison grandit au sein de la cité. Les années passent, le rituel de la vie d'Alariel finit par contrebalancer les effets du nécroséisme, mais cela sonne aussi le début de l'ère de la bête, qui va apporter l'une des plus grandes menaces que Excelsis va devoir affronter.
Les tensions internes commencent à atteindre leur paroxysme lorsque les menaces extérieures commencent à converger. Des sabotages Skaven fragilisent les fondations de la cité, tandis qu'à l'horizon se profile une ouag d'une ampleur terrifiante menée par Gordrakk, le point de Gork. Et à cela s'est ajoutée une force plus redoutable encore, Kragnos, la fin des empires, une divinité de la destruction primordiale de Gur. Lorsque ses sabots ont frappé la terre aux abords des murailles de la cité, le sol lui-même s'est fissuré, révélant les faiblesses laissées par les infiltrations Skaven. Une section entière des remparts s'est effondrée, et la horde s'est déversée dans la ville. Au cœur du chaos du grand siège d'Excelsis, les traîtres de la confrérie de la pierre de négation se sont dévoilés. Pendant que les protecteurs de la cité sont occupés, ils organisent une purge des elfes dans la population, qui, sans que certains d'entre eux ne le sachent vraiment, étaient des sacrifices pour ouvrir un portail aux jumeaux de Slaanesh, Sinessa et Dexessa, qui avaient manipulé leur ordre en secret. Ces dieux mineurs du chaos ont profité de la faiblesse d'Excelsis pour s'emparer de son siège politique en frappant directement le conclave. La cité des secrets semblait condamnée, prise entre la destruction brutale et la corruption insidieuse. Mais surprenamment, son salut est venu d'une alliance inattendue. Une flotte de corsaires menée par Morathi Kane est venue défendre la ville. Ironiquement, peu de temps après avoir trahi la cité d'Anvilgard. À ces renforts inattendus se sont ajoutés des séraphons menés par le seigneur Croak lui-même, qui avait décidé de venir personnellement pour contrer la menace de Kragnos. Ensemble, la déesse et l'ancien Slann parviennent à bannir le dieu destructeur loin de la cité, brisant l'élan de l'invasion de la Ouag. Des agents chasseurs de sorcières de l'ordre d'Azir, du nom de Vendance, arrivent avec l'assistance de Chevalier Excelsior à bannir les jumeaux de Slaanesh. Excelsis survit mais au prix de quartiers dévastés, d'innombrables morts et d'un conclave décimé. Mais malgré tout cela, la population redirige son regard vers l'avenir. C'est peut-être l'une des plus grandes qualités que les propriétés de la lance de Malus aura fini par insuffler à la population. Maintenant qu'on a parlé de l'histoire de la cité, parlons un peu de sa géographie et de ses lieux importants. Comme on l'a dit un peu plus tôt, la cité se trouve sur la côte des Défenses, à l'est du continent de Sondi, qui d'ailleurs a été jadis le berceau de l'ancien empire Draconis, auquel appartenaient les princes Krondys et Karazai. Parmi les lieux les plus importants de la cité se trouve sans doute le port de la lance de Malus. Cet endroit est un tumulte permanent. On peut voir constamment des vaisseaux à vapeur nains, des navires de corsaires elfes, alors que des aéronefs Caradron survolent les quais pour s'affrayer sur des tours surélevées. On y échange surtout de la viande de monstres, des trophées arrachés aux créatures de Gur et bien sûr les miroitants uniques à la cité. Au-dessus de l'eau, face au port, on peut aussi voir des tours flottantes, graviter autour de la lance de Malus. Elles sont maintenues en suspension par la magie de la collégiale des arcanes. Certaines tours sont consacrées à l'étude de cristaux prophétiques et d'autres à leur extraction par la guilde des prophétiseurs. Un autre lieu important est le Consécralium, une immense forteresse de fer noir qui se trouve sur un promontoire au sud de la cité. Il s'agit du fort de l'orage des chevaliers Excelsior, et c'est là que résident la plupart de ses membres. Il serait perpétuellement enveloppé d'orage, comme si la colère céleste refusait de s'en éloigner. Un présage qui fait écho à la nature de cet hoste. Le Consécralium n'est pas un symbole de réconfort pour la population, loin de là. Il est un rappel constant que la survie d'Excelsis repose aussi sur la sévérité. Lorsque des rumeurs de corruption commencent à se propager, la population a pleinement conscience que les purges reviendront. Un autre lieu intéressant est le palais Excelsium, dont on a parlé un peu plus tôt. Comme on l'a dit, c'est le centre du pouvoir politique et c'est ici que siège le Grand Conclave, qui était autrefois composé de 244 représentants, issus de toutes les couches sociales et de toutes les espèces présentes dans la cité. Après le grand siège, cependant, il n'en reste qu'une poignée, chargée de gouverner une ville encore traumatisée. Un autre endroit important pour le moral de la cité est le district des temples, le cœur spirituel d'Excelsis, où chacun peut honorer et vénérer ses dieux. Mais le plus important de ces édifices est sans doute l'abbaye des âmes remémorées, un édifice colossal dont les cloches retentissent pour commémorer les morts de la cité. Et elles ont dû malheureusement bien souvent retentir face aux nombreuses catastrophes qu'a affrontées la cité. Ce quartier est à la fois un lieu de recueillement et un point de repère pour les habitants, car dans une cité consacrée au futur, cet endroit permet de regarder aussi vers le passé, ce qui est sans doute
vital pour certains afin de maintenir leur sanité et de garder en vue le moment présent. Quelque chose de très important dans une cité aussi paradoxale qu'Excelsis. Elle voit l'avenir mais ne peut pas empêcher certaines catastrophes. Elle survit grâce aux prophéties mais ne peut pas empêcher toutes les tragédies. Ses protecteurs peuvent devenir à tout moment ses bourreaux. Elle doit sans cesse faire face à des menaces extérieures tout en gardant le regard vers l'intérieur et des menaces plus dangereuses encore. Quel est l'host des éternels de l'orage le plus unique? Eh bien, pour y répondre tout d'abord, on va poser les bases de ce que sont les éternels et comment fonctionnent la plupart des hosts. Au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, les éternels de l'orage sont d'anciens mortels qui sont morts au combat de façon héroïque durant l'âge du chaos pour la plupart. Et Sigmar a récupéré leurs âmes en les frappant par la foudre afin de les reforger en guerriers semi-divins, renfermant la puissance de la magie d'Azir, le royaume des cieux, et même d'une partie de sa divinité. Les éternels peuvent avoir toutes sortes d'origines, que ce soit hommes ou femmes, vieillards ou enfants, des plus nobles aux plus humbles, certains des guerriers, des généraux, d'autres des médecins, des paysans, et toutes sortes de vocations qui n'étaient pas forcément militaires. Ce qui apportait avant tout au dieu roi, c'était leur cœur, leur courage, leur volonté. C'est pour l'héroïsme dont ils ont fait preuve dans leurs derniers instants qu'il les a choisis, car ceux qui deviennent éternels doivent être capables de supporter la mort à plusieurs reprises. C'est la raison d'être des éternels de l'orage, de pouvoir tenir dans les guerres d'usure face aux puissances de la ruine et aux autres dangers qui menacent les mortels. Car s'ils sont les champions et l'arme du dieu roi, ils sont aussi le bouclier des peuples libres. À ce titre, les guerriers des Ostes sont vus comme des chevaliers saints, des paladins, des guerriers semi-divins, des parangons d'honneur, de solennité et de noblesse. Et c'est là que l'Ost qui va nous intéresser va quelque peu différer avec le reste, car tous les éternels ne sont pas forcément comme on peut s'y attendre. Certains ont des origines particulières et ont vécu dans des endroits et un temps où la civilisation ne les avait pas atteints. Ils ont été forgés dans des terres primitives et sans pitié, bien avant d'être reforgés sur l'enclume de l'apothéose. Et certains d'entre eux n'ont jamais oublié la sauvagerie de leur vie passée. D'ailleurs, beaucoup ne l'ont jamais particulièrement voulu et continuent d'embrasser leur ancienne nature. Il s'agit des Templiers stellaires, les tueurs de bêtes, les cerfs des cieux, les fléaux des tyrans. Beaucoup des éternels de cet host en armure violette ont été recrutés parmi les tribus les plus féroces de Gur. Ils étaient autrefois nomades, chasseurs ou des survivalistes, maîtres dans l'art du camouflage. Dans leur vie immortelle, chaque jour était une traque, aussi bien pour leur proie que pour eux-mêmes. Chaque nuit, une lutte contre l'extinction. Ils affrontaient Uruk, bêtes titanesques et monstres du chaos non par gloire, mais pour survivre. Et lorsqu'ils furent choisis par Sigmar, la tempête qui faisait maintenant partie d'eux ne laissa pas cette sauvagerie derrière eux. Au contraire, elle la sublimait. Là où d'autres hostes privilégient la discipline et la formation serrée, les Templiers stellaires préfèrent la charge. Ils plongent au cœur des lignes ennemies pour les désorganiser, ils ciblent leurs plus puissants chefs et traquent les monstres les plus dangereux. Une préférence qui vient de leur culture de Gur. Une vérité simple qu'ils ont tous gardée instinctivement. Pour tuer un serpent, on lui tranche la tête. Les hordes sauvages du chaos de la destruction et de la mort sont presque infinies, mais les tyrans et ceux qui les dirigent, eux, ne le sont pas. C'est pourquoi les Templiers stellaires frappent vite et brutalement. Ils traitent les armées qu'ils affrontent comme des monstres à abattre. Abattre un commandant et faire tomber une tête. Et lorsque la tête tombe, l'armée chancelle. Sans grande surprise, ils sont bien moins solennels que d'autres éternels. Ils rient au combat, ils rugissent et ils savourent les combats perdus d'avance. Cela dit, ce ne sont pas pour autant des guerriers décérébrés. Ils savent rester lucides et ne perdent pas leur objectif de vue. Au niveau de leurs traditions et rituels, ils sont connus pour conserver des parties de leur proie, bien souvent les têtes. Ces trophées orneront leurs différents forts de l'orage, qu'ils disséminent dans les étendues sauvages de Gur, ce qui est assez inhabituel car les autres hosts positionnent leurs forts de l'orage à l'intérieur des cités de Sigmar et servent en partie de garnison. Les Templiers stellaires ne prennent pas cette habitude. Leur nature errante et l'appel de la nature sauvage les a souvent poussés à établir des camps au milieu de nulle part, loin de toute civilisation. Là, dans leur grand hall, sous des crânes de gargants et de seigneurs du chaos, ils festoient joyeusement autour de foyers creusés dans la pierre. Ils y partagent leurs dernières aventures et leurs plus grandes chasses. C'est aussi là qu'ils honorent les anciens dieux totémiques de leur vie tribale. La vénération d'autres dieux que Sigmar est quelque chose d'assez courant chez les hostes de l'orage. Par exemple, certains, comme les chevaliers sanctifiés, vénèrent aussi Alariel, ou encore les enclumes de l'Eldanhammer qui vénèrent aussi Morda. Mais là où ces divinités faisaient partie ou étaient
alliés au panthéon de l'ordre, les entités que les Templiers stellaires honorent sont bien souvent plus primitives et certaines plus mystérieuses. Parmi elles, celui qui est le plus vénéré dans leur rang est Ursrich, l'ours blanc, un dieu animal ancestral qui, d'après les légendes, serait capable de marcher sous forme humaine, prenant la forme d'un immense vieil homme barbu et sauvage. Ceux qui le vénèrent peuvent recevoir ses bénédictions, sa force, son endurance et sa rage dans la bataille. Aussi, parmi les figures qu'ils honorent, ils ont un grand respect envers Indrasta, la lance céleste, la fille spirituelle de Sigmar et membre de son cercle fermé. Ils affirment être ses favoris, car sa haine froide envers les monstres reflète la leur. Le plus grand de leurs forts de leur âge, situé dans les étendues sauvages, est connu sous le nom du hall bestial de Templia. Il est situé sur le continent de Tondia, à Gur, le royaume des bêtes, non loin de la lisière du Gnarlroot, le bois noueux, l'un des endroits les plus hostiles des royaumes mortels. Il s'agit d'une forêt carnivore, où les arbres eux-mêmes chassent et dont les lianes épineuses pourvues de dents saignent leurs victimes. Jusqu'ici, les Templiers stellaires y ont envoyé 4 de leurs chambres, et toutes sont revenues victorieuses de leur chasse. Et ils comptent s'y enfoncer de nouveau. Cela est nécessaire car cette forêt a été transformée à cause des machines d'un vaisseau Séraphon qui s'est craché ici. Elle renferme donc des machines et des artefacts provenant d'un vaisseau qui a été construit par les maîtres des Slann et des Séraphons, ce qui attire la convoitise d'ennemis très dangereux, et le deviendrait plus encore s'ils venaient à mettre la main sur ces puissants trésors. D'ailleurs aussi, au nord de cette forêt, se trouve un lieu important pour cet host, un endroit appelé la proie d'Ursrich, une immense chaîne de montagnes de granit qui a été nommée après leur dieu totémique. Et d'après les légendes, le dieu ours pâle repasserait ici tous les 333 ans. Les Templiers stellaires qui le vénèrent vont donc bien souvent en pèlerinage à cet endroit. Ils y chassent les plus grandes bêtes de la chaîne de montagnes afin de les apporter en offrande devant les hôtels d'Ursrich qui s'y trouvent. Parmi les figures les plus emblématiques de cet host se trouve, sans conteste, Hamilcar, mangeur d'ours, un chevalier questor connu pour son tempérament flamboyant, théâtral et indomptable. Il incarne sans doute l'esprit même des Templiers stellaires, bravoure outrancière et confiance inébranlable. En tant que chevalier questor, contrairement à la plupart des éternels, il voyage dans des missions solitaires guidé par des visions du dieu roi. Après, même si cela est une prérogative accordée aux Night Questor, cela semble être aussi le mode de vie de beaucoup des membres de l'host des Templiers stellaires, ce qui est sans doute dû au fait qu'ils sont beaucoup moins à cheval sur le règlement. Au premier abord, Hamilcar peut paraître un peu arrogant et inconscient, ce qui fait que beaucoup ont tendance à le sous-estimer, aussi bien ses alliés que ses ennemis d'ailleurs. Mais nombreux sont tombés face à lui en baissant leur garde à cause de cela, car derrière ce masque de bravade semble se cacher une grande ruse et un fin stratège. Ou alors il dégage suffisamment d'assurance pour qu'on ne se rende pas compte qu'il improvise au fur et à mesure. Les deux pourraient être tout autant possibles, mais le résultat est à peu près le même. Depuis l'ère de la bête, les compétences de l'host des Templiers stellaires ont été encore plus nécessaires et ont d'autant plus prouvé leur valeur. Au final, ils ne sont pas des chevaliers dorés. Grâce à eux, lorsque le tonnerre gronde au-dessus de Gur, même les plus grands prédateurs frémissent, car instinctivement, ils savent que ce n'est peut-être pas l'orage, mais une tempête sauvage qui chasse. Quelle est la clairière la plus unique des Sylvanettes? Chaque clairière est en quelque sorte une différente culture du peuple des bois. Elles ont chacune été plantées par leur déesse mère, Alarielle, la reine éternelle et la déesse de la vie. Et ce, afin d'incarner sa volonté, afin de voir la nature reprendre racine à travers les royaumes. Ils ne sont donc pas de simples esprits forestiers, mais les gardiens de l'équilibre de la vie. D'une part, ils protègent les forêts existantes, et d'une autre part, ils propagent la vie partout là où ils le peuvent, où ils la ramènent là où elle a été éradiquée, brûlée ou corrompue. Si Giran, le royaume de la vie, demeure leur berceau et leur terre la plus sacrée, les Sylvanettes ne s'y limitent pas. On les trouve aussi à Akshi, le royaume du feu, où la végétation doit résister aux climats les plus arides, et même à Volcanique, où ils doivent résister au feu et à la cendre, ou encore à Shaish, le royaume de la mort, qui est naturellement un royaume très inhospitalier à toute forme de vie. Et plus rarement encore, on trouve certaines clairières à Shamon, le royaume du métal. Toutes les tentatives des clairières ne sont pas
pas toujours couronnées de succès. Certaines dépérissent, d'autres sont anéanties. Chaque implantation hors de Guiran exige une adaptation profonde, aussi bien physiquement pour le corps des Sylvanettes, mais aussi spirituellement et mentalement. Car pour s'adapter avec les autres royaumes, il faut pouvoir faire corps avec sa nature profonde. Chaque clairière n'est pas définie par le territoire qu'ils occupent. Elles ont toutes une identité unique, que ce soit culturelle, spirituelle et même arcanique. Chacune d'entre elles développe une manière unique d'interagir avec son environnement afin de répondre aux changements et aux menaces qui les entourent, comme le cycle de la vie lui-même. Certaines privilégient l'agressivité, d'autres la ruse, la patience ou la résilience. Cette diversité montre que, contrairement à ce qu'on pourrait voir au premier abord, les Sylvanettes ne sont pas un peuple entièrement uni et identique. Tous sont bien sûr unis et liés sous Alarielle et à la mission qu'elle leur a incombée, mais chaque clairière ne va pas s'en acquitter de la même façon. Mais parmi toutes celles qui existent, l'une d'entre elles se distingue radicalement. Non seulement elle a survécu dans un royaume fondamentalement étranger à la croissance organique, mais elle a appris à maîtriser son véritable potentiel. Cette clairière est celle de Fer-Écorce. Ils furent les premiers Sylvanettes à véritablement s'implanter durablement dans Chamon, le royaume du métal. Là où pour les autres enfants d'Alarielle, cela était un sol hostile et instable, Fer-Écorce décela une forme alternative de fécondité. Ils ont adapté leur magie afin de remodeler aussi bien le vivant que les éléments inorganiques. Ils façonnèrent des labyrinthes de ronces, des bastions arborés et des citadelles vivantes, enracinées dans des terres riches en minéraux purs. Ils ont créé une flore à la frontière entre le bois et le métal. Ça peut paraître surprenant au premier abord, mais quand on se dit que seulement 1% d'un arbre est vivant, eh bien les Sylvanettes ont simplement trouvé un moyen de remplacer les 99% restants avec des métaux et des cristaux. Et rapidement, les Sylvanettes de Fer-Écorce ont aussi étendu ce savoir pour faire de même avec leur propre corps. En enfonçant leurs racines dans la terre chamonite, leur bois aussi a commencé à se mêler avec des minéraux, et leur corps chargé de dépôts métalliques et cristallins est devenu extrêmement résistante. Mais cette extraction ne fut jamais excessive. Fidèles à leur mission, les Sylvanesses de Fer-Écorce prirent soin de ne jamais puiser plus que ce que la terre pouvait offrir sans s'épuiser. Une des lois fondamentales d'Alarielle et ses enfants pour garantir l'équilibre des royaumes. Avec le temps, Fer-Écorce comprit aussi vite que survivre à Chamon ne nécessitait pas qu'une transformation physique. Le royaume du métal obéit à une logique différente de celle de Guiran, et la clairière a dû aussi s'adapter à sa nature changeante, car la magie de Chamon est aussi celle de la transmutation. Et donc, les Sylvanesses de Fer-Écorce intégrèrent une forme de pragmatisme propre aux habitants de Chamon. C'est cette voie qui les conduira à l'une des alliances les plus improbables des royaumes mortels, celle du peuple de la forêt et des peuples des montagnes. Les enfants d'Alarielle et ceux de Grogny entretenaient rarement des relations cordiales. Pourtant, Fer-Écorce et les nains de Chamon découvrirent des valeurs communes, le respect des traditions, l'obstination et la capacité à endurer les pires épreuves. Et un jour, tous ces traits allaient être mis à l'épreuve. Durant l'âge du chaos, des troncs casalides se portèrent à la défense des sites sacrés de Fer-Écorce. Et lorsque les Caracs de Chamon tombèrent les uns après les autres, ces Sylvanettes ouvrirent leurs bastions de jade aux Doardins en fuite, sauvant d'innombrables vies. Avec les siècles, cette hospitalité se transforma en lien familial. Aujourd'hui encore, certains nains considèrent les Sylvanettes de Fer-Écorce comme leurs propres parents spirituels. Des familles entières de nains se lièrent par serment à certains esprits sylvestres. Chaque génération tissant des liens avec les nouvelles incarnations de ces Sylvanettes chaque fois qu'ils étaient replantés. Chaque culture a même commencé à honorer la divinité de l'autre. Les clans nains liés au clan de Fer-Écorce respectaient la reine éternelle et les Sylvanettes honoraient de même Grogny, le grand forgeron. Ce partage culturel s'est même étendu jusqu'à la plus haute sphère de la clairière, l'archiduc de Fer-Écorce, le haut seigneur de ce peuple, celui qui siège au conseil royal de la reine éternelle elle-même, avec les hauts seigneurs des autres clairières. Ce dernier a désiré rencontrer lui-même le grand forgeron après son retour lors de l'âge de Sigmar, ce qui pourrait, dans le futur,
resserrer encore plus les liens de leur peuple. Sans grande surprise, cette alliance a fait des Férécorces les meilleurs forgerons des Sylvanettes. Même si l'idée de la forge est très différente pour les esprits sylvestres. Ils façonnent des armes et des objets à partir de bois vivants enrichis de métal, qui sont réputés pour leur qualité exceptionnelle de par leur résistance et leur légèreté. Mais en plus de la sublimation de leur artisanat, la nature opiniâtre des nains semble s'être combinée avec celle des Sylvanettes. Et c'est sans aucun doute sa détermination qui définit vraiment la carrière. À l'image d'un chêne affrontant une tempête, une sylve de guerre de Férécorce affronte les menaces sans fléchir et encaisse les assauts les plus violents. Aussi, même si beaucoup des nains qui ont été sauvés par Férécorce poursuivirent leur route vers Azir par la suite, ou rejoignirent les flottes caradrones naissantes, certaines choisirent de rester auprès de ceux qui étaient maintenant leurs frères d'armes. Avec le consentement de la clairière, ils fondèrent Caraz-Nétil, un bastion unique, à la fois carac et forêt. Une cité où Sylvanettes et nains vivaient en parfaite symbiose. Sa population est presque parfaitement équitablement répartie entre les deux espèces qui forment un seul peuple. Les forêts environnantes formaient des remparts naturels, composés de bois de cuivre et de chênes de fer, aux feuilles tranchantes comme des rasoirs. Un véritable labyrinthe aux dangereuses défenses naturelles. L'architecture mêlait les halls casalides aux structures vivantes des Sylvanettes. Les branches supérieures étaient tissées par le chant des Sylvanettes pour former les plafonds de vastes salles souterraines, ce qui rendait la surface difficilement différenciable avec le reste de la forêt. L'entremêlement de leurs arts mena à une discipline assez singulière, celle des forgerons jardiniers de Caraz-Nétil. Ils cultivaient leurs armes et leurs armures comme on cultive un champ. Le champ des Sylvanettes remplaçait le marteau qui fonctionnait de pair avec l'expertise et le talent d'artisan des Casalides. Leur bois vivant prenait forme sans jamais perdre sa force. La cité commerçait avec les vaisseaux caradrons de passage, échangeant armes, savoirs et même un mets plus unique de cette région, du miel de vif argent, un étrange liquide semblable à du mercure qui était créé par les esprits abeilles des Sylvanettes. Ces derniers récoltaient de toutes petites quantités de chamonite, la pierre de royaume de Chamon, qui était extrait par certains des arbres autour du carac bosquet de Caraz-Nétil. Ce miel pouvait être consommé mais en toute petite quantité, car un surdosage pouvait mener à des pétrifications partielles, voire même à des transmutations d'organes internes. Mais bien dosé, il pouvait rendre la peau des mortels aussi résistante qu'une armure. Caraz-Nétil était gouverné conjointement par deux individus, le sylviarque vénérable Grundilash et le roi nain Aedagrim, deux très vieux amis qui ont longtemps régné ensemble. Leur lien fraternel et respectueux incarne les valeurs de la cité. On a d'ailleurs des descriptions de différents endroits de Caraz-Nétil. À la différence des caracs casalides ou des enclaves sylvanettes traditionnelles, le bastion fut pensé dès l'origine comme un organisme vivant, façonné pour durer aussi longtemps que la forêt elle-même. Chaque lieu, chaque espace remplissait à la fois une fonction pratique et symbolique. À l'entrée du bastion se trouvent les portes du premier accueil. Elles commémoraient l'instant fondateur de Caraz-Nétil, l'acte d'hospitalité des Sylvanettes et l'arrivée des premiers réfugiés. Les inscriptions y étaient gravées en double langage, des runes casalides et écritures sylvanettes, rappelant leurs promesses faites en des temps sombres, offrir refuge à ceux qui en avaient besoin. Au-delà de la porte s'ouvre une vaste clairière. C'est là que Sylvanettes et nains se rassemblent pour célébrer, débattre et chanter. Il est d'ailleurs dit que l'union des chants sylvanettes mêlés au cœur des casalides donne naissance à des harmonies uniques. Au-dessus, la lumière est filtrée par un dôme végétal mobile, un réseau de branches entremêlées et de lianes métalliques qui pouvaient s'ouvrir pour accueillir les vaisseaux marchands caradrons et peuvent se refermer pour la protection de la cité. Ensuite, les murs extérieurs qui entourent la cité sont parsemés de ruches d'esprits abeilles. C'est là qu'est produit le rare miel de vif argent. À l'intérieur du bastion, on peut trouver les salles des forges chantantes. C'est là qu'est pratiqué leur art unique. Plutôt que des fournaises et des enclumes, on y trouve des jardins structurés où les forgerons jardiniers travaillent par le chant, le rythme et la patience. Plus en profondeur s'étend un vaste réseau de galeries, à l'image des anciens caracs. Les nains y retrouvent la familiarité de la pierre, mais les Sylvanesses viennent aussi y plonger leurs racines.
trouvant dans l'obscurité un lieu propice à la méditation et au repos. On y trouve des habitations, des ateliers, des lieux de mémoire et des salles communautaires. Certaines galeries donnaient accès à des halls décorés presque monumentales, retraçant l'histoire des deux peuples. Au cœur de Kharaznettil, on peut trouver les salles des seigneurs, le lieu de gouvernance, de justice et de politique. La salle est conçue comme un espace parfaitement symétrique. Deux trônes se font face, séparés par un vaste espace central. L'un, taillé dans un tronc ancien, renforcé de métal vivant, était destiné au seigneur Grundilash. L'autre, sculpté dans la pierre, appartenait au roi Aedagrim. Cette disposition n'était bien sûr pas décorative. Elle rappelait en permanence que Kharaznettil ne pouvait être gouverné par une seule voix. Derrière les salles des seigneurs se trouve une salle dissimulée, le lieu le plus sacré de Kharaznettil, Kharaz-Lamantiri. Ce sanctuaire abrite les Lamantiri, et précieuses graines âmes des Sylvanettes, promises à renaître sous de nouvelles formes. À Kharaznettil, ces semences n'étaient pas seulement protégées par la clairière, mais également honorées par les Dordains, qui voyaient en elles l'équivalent spirituel de leur propre lignée ancestrale. Les Sylvanesses de fer écorce étant leurs frères, ces graines en faisaient partie. Ils sont même jusqu'à aller sculpter des statues de leurs dieux et de leurs ancêtres autour des graines, pour faire d'eux des gardiens symboliques de ces nouvelles vies à venir. Kharaznettil est véritablement un miracle de symbiose, et une preuve que même dans le royaume du métal, la vie peut s'enraciner et prospérer, même entre différents êtres. Mais Shamon reste un royaume instable, et l'obstination qui avait sauvé la cité pourrait un jour mettre de nouveau son peuple à l'épreuve. Car avec le temps, l'ombre du seigneur des épidémies s'approche lentement de Kharaznettil. Voilà donc pour la présentation des Fers écorces et d'un de leurs bastions singuliers. Si jamais Kharaznettil vous a rendu curieux, ce lieu fait partie d'un supplément du jeu de rôle de l'âge de Sigmar Soulbound, où vous pouvez, avec un groupe, essayer de sauver le peuple de Kharaznettil. Quelle est la loge pyrotueur la plus unique? Parmi les innombrables guerriers des royaumes mortels, peu sont aussi fanatiques et déterminés que ceux de ce peuple, car ils consacrent leur existence entière à combattre pour honorer la mémoire de leur dieu disparu, Grimnir. Depuis sa mort, ses fidèles parcourent les royaumes mortels à la recherche d'Ur-Or, des fragments divins contenant l'essence de leur dieu brisé. Toutes les loges poursuivent cet objectif sacré avec une ferveur absolue. Même s'ils sont unifiés dans leurs croyances et leurs objectifs, tous les pyrotueurs ne forment pas un peuple et royaume unifiés pour autant. Leur société est divisée en de nombreuses loges indépendantes, chacune possédant son propre magma fort, ses traditions et ses lignées royales, qui ont l'honneur de pouvoir porter le nom de Grimnir. Pourtant, au sein même de ce peuple obsédé par la guerre et la foi, une loge se distingue par des croyances qui mettent mal à l'aise même les autres fidèles de Grimnir. Cette loge ne se contente pas seulement de vénérer leur dieu guerrier, mais honore au même niveau que lui son plus grand ennemi. Il s'agit de la loge singulière des Lofnir. Ils sont connus dans de nombreuses régions du royaume sauvage de Gur, connus pour leur tempérament impitoyable et leur amour dévorant du feu. Pour eux, une bataille n'est véritablement terminée que lorsque chaque ennemi a été offert aux flammes et réduit en cendres. Cependant, ce qui rend les Lofnir réellement uniques n'est pas leur brutalité, comme on l'a dit, mais leur théologie assez différente. Contrairement aux autres loges, ils ne vénèrent pas seulement Grimnir, mais aussi Vulcatrix, la mère des salamandres, une antique créature divine que Grimnir affronta dans un duel cataclysmique durant l'âge des mythes. Aux yeux des autres loges pyrotueurs, Vulcatrix est un adversaire digne et redoutable. Mais pour eux, elle est bien plus que cela. Elle représente la puissance primordiale du feu lui-même. Sous l'influence de leur prêtre Zargrim, la loge est venue à considérer l'Ur-Or comme l'union sacrée de deux forces divines, la rage guerrière de Grimnir et la puissance volcanique de Vulcatrix. Là où d'autres loges ont tendance à seulement considérer l'influence de Grimnir dans l'Ur-Or. Mais selon les croyances des Lofnir, lorsque suffisamment d'Ur-Or aura été rassemblé, les deux divinités renaîtront ensemble lors d'un événement apocalyptique appelé le Doomgron. Ce jour-là, d'après eux, Grimnir chevauchera Vulcatrix dans une tempête de flammes capable d'embraser les royaumes mortels. Une sorte de Ragnarok qui sera provoqué par leurs propres actions, quelque part. Qui sait si c'est ce qui arrivera vraiment, mais le fait est que quelque chose finira par se manifester quand suffisamment d'essence divine sera libérée de l'Ur-Or et éparpillée à travers les royaumes mortels. En plus de révérer Vulcatrix, étrangement, le destin aura voulu que les Lofnir héritent aussi de ses anciens ennemis.
car il y a bien longtemps, au début de l'âge des mythes, bien avant la naissance des Pierre-Tueurs et même l'éveil de certains dieux du panthéon de l'ordre, quelque chose d'important s'est déroulé et qui aura une conséquence directe sur le sort d'Elofnir. À cette époque, les royaumes mortels étaient déjà le théâtre de rivalités titanesques entre des créatures et entités primordiales. Parmi ces conflits anciens a été l'opposition féroce entre Vulcatrix, la mère des salamandres, mais aussi Nagendra, le père divin de tous les serpents. Ces deux divinités se sont jadis battues pour la domination d'Akshi, le royaume du feu. Et ce combat s'est soldé par la victoire de Vulcatrix. Et après ce combat, Nagendra, quant à lui, s'en est allé vers le royaume de la vie, Giran. Ces deux puissances ancestrales engendrèrent chacune des rejetons monstrueux, qui semblent avoir hérité presque instinctivement de leur haine mutuelle. Ce conflit primitif s'est répercuté à travers les âges et a influencé directement le destin des peuples mortels, car les enfants de ces divinités continuèrent à se combattre bien après la disparition de leur créateur. Par la suite, comme on le sait, le destin des Pierre-Tueurs finira par basculer le jour où Grimnir lui-même affrontera Vulcatrix et où ils se détruiront mutuellement. Et c'est là que les 4 premières grandes loges qui ont marché aux côtés de Grimnir feront le serment d'accomplir leur mission sacrée et ramener leur dieu à la vie. Toutes les loges descendent de ces 4 loges originelles. Et justement, l'une d'entre elles a un rôle très important dans l'histoire d'Elofnir. L'antique loge des Drakendreng. Ces guerriers furent autrefois parmi les compagnons les plus fidèles de Grimnir. Mais leur destin fut tragiquement brisé lorsqu'ils affrontèrent Nagros, le serpent de feu, l'un des terrifiants rejetons de Nagendra, un serpent géant qui rôdait à Akshi. Il aurait été attiré vers le magnaphore des Drakendreng peu de temps après qu'ils aient amassé un immense trésor. Peut-être aura-t-il senti la présence de leur magmadroth ou de l'essence de Vulcatrix qui se trouve aussi dans l'Ur-Or et les aurait donc instinctivement attaqués. De par son ascendance, Nagros est un demi-dieu animal, ou en tout cas une divinité mineure. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois où un enfant d'un dieu animal a un rôle important dans l'histoire des royaumes mortels. Une des enfants de Vulcatrix, Ignax, la dragonne solaire, est un deuxième soleil pour Akshi, ou encore l'un des enfants d'un autre dieu animal, Imnog, le père de tous les gargants, a aussi grandement affecté certains événements. Il s'agit de Behemoth, le père des méga-gargants. Quoi qu'il en soit, la bataille contre Nagros se termina par la destruction presque totale de la loge Drakendreng. Cependant, certains survivants refusèrent d'abandonner leur vengeance. Ils jurèrent de poursuivre la créature responsable de la chute de leur peuple, et leur traque les mena finalement jusqu'au royaume sauvage de Gur, une terre brutale où seules les créatures les plus féroces peuvent survivre. C'est dans ce royaume sauvage que les descendants de Drakendreng trouvèrent un nouveau foyer, au cœur d'un volcan colossal appelé le Pic Couronné. Ils bâtirent un puissant magma fort, connu sous le nom de Roofhall. Peu à peu, cette nouvelle communauté forgea sa propre identité, et c'est ainsi que naquit la loge d'Elofnir. Ils ont fini par devenir célèbres dans tous les royaumes mortels pour leur lien exceptionnel avec les magmadroth. D'après leurs croyances, ces gigantesques reptiles de lave sont considérés comme les descendants de Vulcatrix elle-même. Alors que d'autres loges utilisent ces créatures comme des montures de guerre, les Elofnir entretiennent avec elles une relation bien plus profonde. Les magmadroth sont élevés avec un respect presque religieux, et les plus anciens d'entre eux sont honorés au même titre que les membres de la famille royale. Les chambres de Roofhall regorgent d'œufs de ces créatures, faisant d'Elofnir les plus grands éleveurs de magmadroth de tous les royaumes mortels. Et certaines parties de leur culture s'est construite autour de cela. Elle a été façonnée par des rites aussi dangereux que spectaculaires. Car pour devenir un véritable guerrier de la loge, un aspirant doit traverser un pont de piracier chauffé à blanc, tout en portant un œuf de magmadroth entre ses bras. Ce rituel symbolique teste à la fois leur résistance au feu et leur capacité à s'acquitter de la responsabilité de protéger les rejetons de Vulcatrix. Les guerriers qui réussissent cet exploit marquent ensuite leurs mains et leurs pieds de suie, et marques qui deviennent permanentes au fil des années grâce à des tatouages rituels, ainsi que des symboles qui rappellent le légendaire duel entre Grimnir et Vulcatrix. Selon les Belli-forgerons, même le dieu Doardin commença à brûler sous la chaleur écrasante de la peau en fusion de la mère des salamandres.
et maintenant ils portent à leur tour les mêmes marques. Cependant, comme on peut s'en douter, les croyances des Lofnir inspirent une profonde méfiance chez les autres loges pyrotueurs. Car même si, comme on l'a dit, Vulcatrix est respectée pour sa puissance, elle est aussi crainte, et si elle venait à revenir, comme le pensent les Lofnir, elle provoquerait sans aucun doute des catastrophes incontrôlables. Mais pour les Lofnir, au contraire, ils verraient la tempête de feu qu'elle apportera comme une renaissance, l'accomplissement d'un cycle sacré de destruction et de renouveau. Cette divergence religieuse les a progressivement isolés de leurs semblables. Ils refusent désormais l'accès à leur magma fort, à tout pyrotueur étranger, et entretiennent très peu d'alliances durables. Certaines rumeurs affirment même que les prêtres Zargrim de Rufhol pratiquent d'étranges rituels avec leur or, dans l'espoir d'éveiller l'esprit de Vulcatrix. Leur différence de point de vue les a aussi menés à s'éloigner des autres peuples nains, en plus des autres pyrotueurs. Et même d'ailleurs, lorsque Grogny est revenu et a essayé de réunifier les peuples nains, là où certaines loges comme les Vostarg ont accueilli cette initiative positivement, les Lofnir ont rejeté cette offre et ont craché ce Grogny. Ils le voient comme un traître et un lâche qui a fui lors de l'âge du chaos. Une rancœur qui s'étend probablement aussi à Azir et au dieu roi. Si bien que contrairement à beaucoup de loges, les Lofnir n'ont pas juré de vendre leurs services à des peuples qui sont les ennemis de l'ancien panthéon de l'ordre. À un tel point qu'on sait qu'ils ont déjà vendu une fois leurs services à un seigneur du chaos. Vendre ces services aux forces de chaos, de la destruction et de la mort est déjà arrivé par le passé, notamment par les Greyfird. Mais là où ces derniers vendent leurs services aux plus offrants et ont brisé parfois leur serment au beau milieu d'une guerre pour aller chez l'ennemi, les Lofnir gardent tout de même une certaine intégrité et un code d'honneur. Mais cela ne les empêche pas de vendre leurs services aux hordes sauvages. Peut-être que la survie dans le royaume des bêtes, associée à leur lien particulier à des créatures sauvages, les aura menés à adopter des principes plus neutres. Aujourd'hui, maintenant, à l'âge de Sigmar, la loge perdure toujours, et on a connaissance des noms du père des runes et de certains des fils Auric et maîtres des runes de la loge. Le père des runes auriques actuelles se nomme Urgmish Grimnir. Il aurait au moins 2 fils qui se nomment Lugmish et Lorgnir. Et le maître des runes auriques de la loge se nomme Bregun. Quoi qu'il en soit, parmi tous les fils de Grimnir, les Lofnir incarnent la foi la plus ardente et la plus dangereuse. Ils marchent sur une voie que même les autres pyrotueurs hésitent à suivre. Car là où les autres loges cherchent seulement à restaurer leur dieu, les Lofnir rêvent d'un avenir où le feu primordial de Vulcatrix embrasera de nouveau les royaumes mortels pour les purifier. Et lorsque ce jour viendra, les guerriers de la loge Lofnir seront prêts à marcher dans les flammes aux côtés de leur dieu renaissant. Quelle est l'enclave Idoneth la plus unique? Ces elfes des abysses ont été voués, malgré eux, à une existence emplie de violence et de choix difficiles pour leur survie. Le dieu même qui les a créés a souhaité leur perte, ce qui les a poussés à s'enfuir vers les profondeurs des royaumes mortels, dissimulés sous les eaux sombres et insondables des océans. À cause des sévices que leurs âmes a subis dans le ventre de Slanesh, le prince des excès, ils sont condamnés à dépendre d'âmes volées pour assurer la survie des leurs. Ils ont dû se vouer au secret et à une discipline froide pour y arriver. Au début, les Idoneth étaient un seul peuple, mais avec le temps, ils ont dû se séparer en plusieurs enclaves, car il leur fallait s'étendre dans de nouveaux territoires où il y aurait plus d'âmes pour garantir leur survie. L'existence des royaumes submergés qu'ils ont bâtis ont échappé à la plupart des habitants de la surface, grâce à une magie qu'ils ont développée pour effacer les souvenirs. Chaque enclave Idoneth possède sa propre culture, sa propre interprétation des traditions et son propre code moral vis-à-vis de la guerre et de la survie. Certaines sont expansionnistes, d'autres isolationnistes. Certaines privilégient des assauts brutaux et d'autres la manipulation et la ruse. Mais parmi elles, il y a une enclave qui a trouvé une autre voie, celle de Nautilar, qui occupe une place assez singulière, non seulement pour son tempérament et sa philosophie, mais surtout parce que leur cité ne repose pas sur les fonds marins. Ils sont à vrai dire nomades et voyagent à travers les océans, voire même parfois à la surface, portés sur le dos d'une créature titanesque, dont on parlera un peu plus après. Mais avant, il faut parler de l'origine des Nautilar, ce qui les a menés à ce mode de vie particulier. À l'origine, les futurs Nautilar faisaient partie de l'enclave
d'Ironrack, ni plus ni moins que la plus ancienne et la plus influente des enclaves idonettes. Elle est considérée par les idonettes comme la gardienne des traditions, le cœur politique et culturel du peuple des profondeurs. Ce qui a mené à la naissance de Notilar a été un conflit, une guerre civile qui a éclaté entre Ironrack et la deuxième plus grande enclave des idonettes, Domain. Si ce conflit fut relativement bref à l'échelle des royaumes mortels, il n'en demeura pas moins violent et profondément marquant. Pour rappel, les idonettes sont constamment une espèce au bord de l'extinction. Tout conflit ou guerre qui durait trop longtemps contre des ennemis extérieurs pourrait signifier la disparition ou l'extinction totale d'une enclave. Ce qui fait qu'une guerre civile était encore pire. Deux des plus grandes et influentes factions idonettes qui menaçaient de s'autodétruire auraient pu mener à une extinction totale de toute la culture idonette. Et donc, sans surprise, cette effusion de sang fratricide a écœuré une grande partie de la population d'Ironrack. Si bien que un quart des Akelians et Isharan d'Ironrack ont refusé de poursuivre le conflit. Il ne s'agissait pas d'une rébellion ouverte, ils ne remettaient pas en cause l'autorité d'Ironrack, mais ils ne souhaitaient tout simplement plus participer à des luttes internes, susceptibles d'affaiblir davantage leur peuple déjà fragile. Le haut roi Volturnos, le souverain d'Ironrack, accepta leur départ, mais à condition qu'un serment d'amitié soit prêté et maintenu. Ce pacte est toujours honoré à ce jour et a permis d'éviter que cette séparation ne se transforme en schisme hostile. Ces dissidents partirent donc en paix, avec l'intention de fonder leur propre enclave, fidèles aux principes qu'ils jugeaient essentiels. Ces colons s'établirent dans la mer de Meisnar, au sein du royaume de Giran, un territoire délaissé par la plupart des autres idonettes, car il s'agissait d'une vaste étendue composée de coquilles pulvérisées et de débris calcaires, accumulés au fil des siècles. Ce n'était donc au départ qu'un désert marin apparemment stérile. Mais ces idonettes avaient une vision ambitieuse. C'est ici qu'ils fondèrent leur première cité, leur capitale, Galanor. Les Nautilaires se révélèrent être des artisans d'exception, maîtres dans l'art de façonner le corail, de modeler les coquillages et de transformer les matières qui se trouvaient dans les fonds des océans. Ils élevèrent des structures vastes et élégantes à partir de ce qui n'était qu'un amas de débris pour les autres. Mais eux ont su y déceler une immense source de matières premières. Leurs Isharan exploitèrent l'abondance presque inépuisable de matériaux et avec érigèrent des tours, des manoirs et des murailles d'une complexité remarquable. Ces Isharan, spécialisés dans le modelage par la magie, se nomment les Corallus et ils sont donc naturellement les constructeurs et architectes des enclaves, aussi bien pour leurs habitations que leurs défenses militaires, et même aussi les armures de leurs guerriers et de leurs créatures. Au fil du temps, Galanor devint l'une des cités idonettes les plus étendues et les plus impressionnantes jamais construites, surpassant même en superficie certaines enclaves plus anciennes. Et c'est là qu'ils se bâtirent la réputation d'être les plus grands artisans de leur espèce. À ce moment-là, la position de Galanor était très sédentaire et bien défendue. Du coup, la question est qu'est-ce qui a fini par les rendre nomades? Eh bien, un jour, la mer trembla sous Galanor. Les habitants crurent d'abord à une secousse sismique. Cependant, il devint rapidement évident que ce n'était pas le fond marin qui s'agitait, mais la masse entière sur laquelle la cité avait été édifiée. Ce que les Nautilars ignoraient, c'est que Galanor ne reposait pas sur le socle océanique. Sans qu'ils ne le sachent, ils avaient construit leur cité sur le dos d'une immense créature appelée un grand scaphodon. Un crustacé titanesque, une entité si vaste que ses rejetons dès leur naissance dépassent la taille des montagnes. Lorsque le scaphodon s'éveilla de son long sommeil, il quitta les profondeurs de Giran et entreprit une migration vers le sud. Son chemin a mené les Nautilars malgré eux vers une voie vortex, une des portes-royaumes abyssales reliant les océans des royaumes mortels entre eux. Il atteignit finalement les eaux plus chaudes de l'océan Atleus, dans le royaume des bêtes, Gur, où il réside encore aujourd'hui. Comme on peut s'y attendre, ce bouleversement transforma radicalement le destin de la colonie. Mais comme à l'habitude de cette enclave, ils ont su déceler une opportunité, là où d'autres verraient une calamité. Le grand scaphodon n'était pas agressif envers ceux qui vivaient sur lui. Au contraire même, les Nautilars réalisèrent qu'il était maintenant leur plus grande protection naturelle. Ils ont fini par le nommer Nautilon. De par leur nouveau mode de vie, ces colons développèrent progressivement une nouvelle identité distincte. Leurs
L'indépendance Aenrak diminua et leur autonomie s'affirma au fil des années. Finalement, ils officialisèrent leur indépendance et fondèrent officiellement leur propre enclave. Et c'est à ce moment-là que leur nom est né. Ils se baptisèrent Nautilar, en hommage à la créature sur laquelle reposait désormais leur royaume. Plutôt que de considérer Nautilon comme un simple support involontaire, les Nautilars établirent avec lui une forme de coexistence harmonieuse. Ils scutèrent des pans entiers de sa carapace afin d'y aménager des tours et des bastions, tout en faisant bien attention à veiller à ne pas compromettre l'intégrité de la créature. Les Isharan apprirent à invoquer des courants naturels qui suivaient le scaphodon, afin d'éloigner les prédateurs et parasites qui s'approcheraient trop près de lui. Au fil des générations, cette relation prit une dimension presque organique, à l'image de certains crustacés vivant en symbiose avec des anémones marines. Cette symbiose est devenue un élément central de leur identité culturelle et militaire. Elle reflète leur conception de l'unité. Chaque individu, chaque phalange, chaque léviadon agit en coordination avec le reste. Un bastion résistant, à l'image des structures bâties sur la carapace vivante du scaphodon. Ensemble, ils ont pu faire place à la brutalité du royaume de Gur. La mer qui les entourait regorgeait de prédateurs qui pouvaient être une menace à Nautilan, ce qui obligea rapidement l'enclave à perfectionner ses capacités défensives. Les Nautilars développèrent un lien particulièrement étroit avec les créatures armurées comme les Liviadons notamment, de véritables forteresses vivantes à carapace presque impénétrable. La doctrine militaire de Nautilar a fini par devenir une défense active et méthodique. Lors d'une attaque sur la cité, ils utilisent habilement les tours fortifiées qui semblent presque hérisser le scaphodon. Leurs phalanges effectuent des sorties coordonnées et l'ennemi est attiré dans des zones préparées afin d'être harcelé par des tirs de Namarti puis frappé par des charges de Léviadon qui ouvrent des brèches dans les lignes. Plutôt que de rechercher un affrontement immédiat, les Nautilars privilégient l'usure, la désorientation et la coordination, frappant au moment le plus opportun pour ensuite aussitôt se replier avec discipline. Parmi les nombreuses incursions qu'ils ont subies, la plus dévastatrice a été une attaque orchestrée par les Scavon. Pour les maîtres des bêtes des clans Moulder, une créature aussi prodigieuse qu'un grand scaphodon est naturellement quelque chose qu'ils convoitent. Une flotte de submersibles et de navires charognes, constitués de carcasses de monstres marins infestés de vermine, s'est abattue sur la cité. Les Scavon utilisèrent des tranches foreuses pour percer la carapace de Nautilon et creuser des tunnels jusque dans les profondeurs de Galanor. Les combats se sont prolongés ni plus ni moins que pendant 6 années, s'étendant sur toute la surface de la créature, dont la surface se mesure en centaines de kilomètres. Bien que la défense expérimentée des Nautilars fût acharnée, les dégâts infligés furent considérables. Ce n'est que grâce à l'intervention de Volturnos, aidé des éternels de l'orage du dieu roi, que la situation bascula. Et ensemble, ils ont réussi à finalement abattre le chef des armées Scavon, créant le chaos dans leurs rangs et mettant à terme au siège. Nautilar a survécu mais fut profondément meurtri. Les zones entières de Galanor restent encore maintenant endommagées et la souillure laissée par les hommes rats ne disparut pas immédiatement. Cette épreuve marqua un tournant pour l'enclave. Elle décida d'à nouveau renforcer ses liens avec Aenrak et de coopérer davantage avec ses nouveaux alliés. Au final, ce qui a vraiment fait le succès de Nautilar, c'est son respect profond de la vie, qui a sa base dans la prise de position qu'ils ont décidé face à la guerre civile de leur peuple. Et c'est aussi sur ce point qu'ils vont différer des autres enclaves. Là où d'autres sont très offensives, agressives et hostiles, et pensent que cela est nécessaire pour leur survie, les Nautilars ont pris une autre voie. Et cela se traduit aussi bien dans leur mode de vie que dans leur stratégie de combat, qui est avant tout défensive, contrairement à la plupart des autres Idonettes. Un autre trait qui a assuré leur prospérité est de pouvoir entrevoir du potentiel partout où ils le peuvent. La Providence les aura menés sur le grand scaphodon, mais c'est ces grandes qualités qu'ils possèdent qui ont permis de créer une telle symbiose. Vraiment, je trouve que les Nautilars, plus que toute autre enclave, se sont pleinement unis aux océans, aussi bien physiquement que spirituellement et philosophiquement. Et vraiment des peuples qui vivent en harmonie avec des créatures gigantesques, un des plus beaux tropes de la fantasy et apportent énormément de possibilités narratives. On peut imaginer toute une épopée de la cité de Galanor sur Nautilon, alors qu'ils explorent les mers des royaumes mortels, font face à ces menaces et découvrent de nouvelles merveilles.
Quel est le culte caïnite le plus unique? Au milieu de cette culture extrême, entièrement dévouée au meurtre rituel, à la violence sacrée et à une foi fanatique, ceux qui vont naturellement se démarquer sont ceux qui vont paraître un peu plus normales, en quelque sorte. Au milieu des cultes, certaines voix ont commencé à s'élever pour remettre en question l'ordre établi, et ont fini par s'unifier. Ce n'est pas le culte le plus dominant, ni celui qui a les guerrières les plus sanguinaires, mais un culte né du doute, de la prophétie et de la défiance, les héros de la Crone. Pour comprendre pourquoi ce culte est si étrange au milieu des autres cultes, on va tout d'abord faire un petit rappel de ce que sont les filles de Cain elles-mêmes. Les filles de Cain sont un culte elfique voué au dieu du meurtre Cain, ou du moins à ce qu'il représente encore. Chez elles, la guerre n'est pas seulement une nécessité, c'est un rituel sacré. Le sang versé n'est pas une conséquence, c'est une offrande. Chaque bataille est une cérémonie, chaque mort un acte de dévotion. Leur société est fondée sur la hiérarchie religieuse. Le sacrifice est une foi absolue qui ne tolère ni faiblesse, ni remise en question. Mais le statu quo a fini par changer avec l'ascension de Morathi en tant que déesse remplaçant Cain. Mais elle était initialement simplement l'oracle de Cain. Pendant des siècles, elle a tissé des plans complexes afin de manipuler ses alliés et trahir ses ennemis. Elle a toujours été une grande stratège et manipulatrice. C'est une survivante qui était prête à tout pour retenir ce qu'elle considérait comme son dû, la divinité. Pour l'atteindre, elle s'est même risquée à jouer avec les dieux eux-mêmes. Rien n'était laissé au hasard. Chaque alliance, chaque trahison, chaque sacrifice faisait partie de son projet pour atteindre son but. Ces machinations ont atteint leur apogée lorsqu'elle a mis en œuvre un rituel d'une ampleur terrifiante. En ouvrant un passage vers le ventre de Slaanesh, le prince des excès, celui-là même qui avait dévoré les anciennes divinités des elfes. À l'intérieur, elle a attiré à elle les âmes d'anciens rois et héros elfiques. Mais au lieu de les sauver, elle les a dévorés. Et c'est cet acte barbare qui a marqué son ascension et a fait d'elle une déesse. Mais cette transformation n'a pas été totalement parfaite. Lors du processus, son être a été fragmenté en deux entités distinctes. D'un côté, une forme divine, envoûtante et terrifiante, qui s'est autoproclamée Morathi Cain. De l'autre, une créature monstrueuse, nommée la Reine des Ombres, incarnant toute sa haine, sa cruauté et sa nature plus sombre. À partir de là, le dogme de Cain a été sévèrement changé. Morathi Cain a proclamé qu'elle était la réincarnation de Cain, le dieu à la main sanglante. Quel était son retour, sa volonté incarnée. Au début, ce changement semblait avoir été accepté, ou du moins toléré. Les filles de Cain sont un peuple profondément religieux, habitué à l'obéissance et à la hiérarchie. Certains ont vu dans l'ascension de Morathi une bénédiction, une preuve de leur supériorité et de la faveur divine de Cain. Mais cette version n'a pas parlé à tout le monde. Certaines prêtresses commencent à remarquer des incohérences. Les textes sacrés changent pour mieux correspondre au nouvel ordre de Morathi. Les représentations de Cain disparaissent, remplacées par d'autres à son image. Les anciennes traditions auxquelles les Cainites sont attachés sont altérées, parfois discrètement, parfois de manière plus brutale. Le doute a commencé à s'installer. Seulement dans une société comme celle des filles de Cain, le doute est un crime qui n'a qu'une seule sentence. Celles qui osent remettre en question la nouvelle doctrine sont traquées, réduites au silence ou exécutées. Les reines matriarches qui osent défier Morathi publiquement ont un châtiment plus créatif, comme être démembrés par des statues sacrées, à l'image de Morathi bien sûr, pour que le message soit compris. Mais tous les opposantes n'ont pas été exterminées. Certaines ont survécu en silence. Elles ont appris à se cacher, à dissimuler leurs pensées et à se réunir en secret. Le doute n'a pas pu disparaître complètement. Il s'est transformé. Il est devenu plus discret, plus dangereux. Même parmi les fidèles les plus zélés, la foi peut commencer à vaciller. C'est dans ce climat de suspicion, de répression et de foi fracturée que quelque chose de nouveau a émergé. Un culte qui ne se contente pas de douter, mais qui prétend pouvoir voir la vérité. Dans ces fissures, dans ces murmures étouffés et ces vérités interdites, un nouveau courant a commencé à prendre forme, ceux qu'on appelle les héros de la Crone. Contrairement aux autres factions cainites, leur foi ne repose pas sur la dévotion aveugle, ni la glorification du massacre. Elle repose sur quelque chose de bien plus ancien, la mémoire d'une déesse oubliée, Moray Egg. Avant l'ascension de Morathi, Moray Egg n'était qu'un vestige du passé, une divinité elfique consumée par Slaanesh dans des temps anciens. La déesse elfique qu'on nomme la tisseuse de prophéties ou la gardienne des âmes, à peine évoquée dans les textes interdits ou des traditions marginales.
La sauvegarde de sa mémoire survivait à peine. Elle était tolérée tant qu'elle restait insignifiante. Mais cela a commencé à changer avec une seule elfe, qui semblait insignifiante aux yeux de tous, mais qui a empêché qu'elle soit totalement oubliée. Kretusa, celle qui allait devenir l'oracle sorcière. À l'origine, Kretusa n'avait rien d'une héroïne, ni d'une prophétesse. Elle était une acolyte marginale, méprisée par ses pairs, davantage attirée par les textes interdits et les vérités oubliées que par les rites sanglants de son ordre. Là où les autres cherchaient la gloire dans le combat, elle cherchait des réponses. Elle affirmait entendre une voix dans ses rêves, une présence ancienne, fragmentée, qui lui murmurait des visions de tragédies passées et de futurs incertains. Et cette voix était celle de Moray Egg. Pour ce qui semblait être des délires, elle fut ridiculisée, battue et rejetée par les siennes. Mais elle ne renonça pas pour autant. Sa quête de savoir la mena finalement à un temple oublié, perdu dans les ombres d'Ulgo, où reposait un artefact aussi sacré que terrifiant, le diadème de Moray Egg, un cercle de métal hérissé de pointes, conçu pour crever les yeux de celle qui oserait le porter. Et pourtant, Kretusa l'a fait, car selon la voie qui la guidait, il fallait abandonner la vision du monde physique pour accéder à une vérité plus profonde. Elle posa le diadème sur sa tête et éprouva une douleur indescriptible. Naturellement, elle perdit la vue, mais ensuite, initialement rien ne se produisit. Aucune révélation, aucun miracle. La voix disparut aussitôt. Et Kretusa, désormais aveugle et brisée, fut abandonnée à son sort, considérée comme un exemple vivant de ce qu'il en coûte de s'écarter du dogme. Pendant des années, elle sombra dans l'oubli et le désespoir, jusqu'au jour où Morathi devint une déesse. Lorsqu'elle ouvrit le ventre de sa neige pour s'approprier le pouvoir divin qui sommeillait en son ventre, quelque chose d'inattendu se produisit. Un fragment d'une des anciennes divinités elfiques consumées depuis des millénaires est parvenu à s'échapper. Un fragment de Moray Egg. Et ce fragment trouva son chemin vers Kretusa et son diadème. Dans la cellule où elle était maintenant enfermée, son corps se transforma, déchiré par une nouvelle puissance. Des ailes sombres jaillirent de son dos, et son esprit fut inondé de visions, des futurs possibles, des destins entremêlés, des vérités incomplètes. Et avec elle, la voix qu'elle entendait auparavant est revenue. Kretusa n'était plus une acolyte oubliée, elle était devenue l'oracle sorcière, la prophétesse de Moray Egg. À partir de ce moment, tout a changé. Là où Morathi impose une vérité unique, Kretusa a commencé à prêcher des futurs multiples. Là où la déesse exigeait une foi absolue, l'oracle a apporté une autre voie. Elle ne promet pas la victoire, la gloire, seulement la vérité, aussi dérangeante soit-elle. Les dissidents ont alors commencé à se rassembler autour d'elle. Des prêtresses en fuite, des exilés, des croyantes rejetées par le culte dominant, tous ceux qui doutaient, tous ceux qui refusaient d'accepter le mensonge, trouvant en Kretusa une alternative. C'est là que les héros de la Crone sont passés de différents individus dissidents dispersés à ce qu'ils sont maintenant. Contrairement aux autres cultes kénites, ils ne cherchent pas seulement à s'imposer par leur force brute. Leur puissance repose avant tout sur la connaissance du futur. Avant chaque bataille, leurs membres pratiquent des rituels de prophétie, utilisant le sang et les sacrifices pour entrevoir ce qui est à venir. Leurs guerrières ne frappent jamais au hasard. Elles esquivent les coups avant même qu'ils ne soient portés. Elles attaquent au moment exact où l'ennemi est vulnérable. Chacun de leurs mouvements semble guidé par une main invisible. Kretusa elle-même plane au-dessus des champs de bataille, entourée de corbeaux lui servant Dieu. Bien qu'aveugle, elle voit plus que quiconque. Elle perçoit les fils du destin, même si elle ne peut pas toujours les comprendre. Et c'est vraiment là où ce culte est différent des autres. Mais cette différence fait d'eux une menace. Aux yeux de Morathi, ils ne sont pas simplement des hérétiques. Ils sont une menace pour son règne. Non pas parce qu'ils sont une menace militaire, mais parce qu'ils pourraient révéler sa supercherie. Alors elle les traque tous, et elle a envoyé ses espions infiltrer leurs rangs. Chacune de leurs réunions a fini par être un danger mortel. Mais les fidèles de la Crone ont commencé à faire de même à l'intérieur des forces de Morathi. Ce conflit s'est alors transformé en une immense guérilla. Avec le temps et beaucoup de morts des deux côtés, le conflit a cela dit fini par se calmer. Morathi, voyant ce qui était en train de se produire, a décidé d'utiliser une autre approche. Elle a fini par voir que Kretusa ne pouvait pas simplement être détruite, car la réputation de l'oracle sorcière avait commencé à s'élever. Elle était devenue trop importante, trop visible.
mais elles pouvaient avoir une utilité. Avec le temps, une forme d'équilibre étrange a commencé à se dessiner. Les héros de la Crone ne disparaissaient pas, mais ils ne renverseraient pas non plus les cultes de Morathi. La déesse a décidé de continuer de les surveiller, de les contenir, mais ne cherche plus à les anéantir complètement. Un accord tacite a commencé à émerger, une coexistence fragile. Kretusa, de son côté, a commencé à renforcer les liens de son culte, avec notamment les cités de Sigmar, qui commencent à faire plus confiance aux fidèles de Moray Egg qu'aux fidèles de Kane, surtout depuis que Morathi a pris la cité d'Anvilgard. Petit à petit, ce culte se forge un avenir dans le destin qu'il entrevoit, continuant de chercher la vérité. Quel est le stratopore le plus unique de l'Empire Caradon? Dans une civilisation où chaque décision est soigneusement calculée, où le profit guide chaque action et le moindre risque est évalué avec une précision presque obsessionnelle, il existe pourtant un stratopore qui a choisi de suivre une voie radicalement différente et qui ne se contente pas de suivre le même schéma que les autres. Il cherche constamment à repousser les limites, à les redéfinir et parfois même à les ignorer. Il s'agit du stratopore de Barak Ziflin, la cité des vents. Pour comprendre ce qui rend ce stratopore aussi particulier, il faut bien cerner la nature même des Caradons. Il s'agit de Khazalites qui ont abandonné la terre ferme qui était devenue invivable afin de survivre dans les airs. Un endroit où les ressources vitales et importantes sont bien plus rares et où la moindre erreur pourrait s'avérer fatale. Ce qui fait que chaque aspect de leur société régi par le code Caradron est un ensemble de lois commerciales strictes qui transforment chaque décision en calcul de rentabilité et où l'improvisation ou l'expérimentation est un risque et le risque est une perte potentielle. Et c'est là où Barak Ziflin se démarque. La cité venteuse est connue à travers tous les royaumes mortels pour l'audace presque déconcertante de ses habitants. Là où les autres stratopores privilégient la prudence et la stabilité, les Dourdins de Ziflin choisissent d'embrasser l'inconnu, quitte à s'exposer à des dangers ou à des pertes que les autres stratopores jugeraient inacceptables. Leur flotte s'aventure bien au-delà des routes commerciales sécurisées, explorant les frontières les plus reculées et les plus instables des royaumes, atteignant des endroits que seuls des démons ou des séraphons sur leur vaisseau ziggurat peuvent atteindre. Cette mentalité attire naturellement des profils bien particuliers, des explorateurs, des pionniers, des individus fascinés par la découverte, des aventuriers en quête de liberté et de l'inconnu. Beaucoup au sein de l'Empire Caradron les considèrent comme trop téméraires, voire irresponsables. Mais pour les habitants de Barak Ziflin, cette prise de risque n'est pas une faiblesse, c'est leur stratégie. Toute cette audace et cette expérimentation leur a permis d'acquérir une maîtrise technique absolument exceptionnelle. Les pilotes de Barak Ziflin sont réputés comme étant parmi les meilleurs de tous les royaumes, capables de manœuvrer leur aéronef avec une précision et une fluidité presque irréelles. Leurs navigateurs, quant à eux, possèdent une compréhension instinctive des courants aériens et des flux d'éther, leur permettant de traverser volontairement des tempêtes que d'autres flottes n'oseraient même pas approcher. Mais cette supériorité ne se repose pas uniquement sur le talent individuel. Elle existe aussi grâce à une culture entièrement tournée vers l'innovation. Les grandes salles des rouages de Barak Ziflin forment certains des ingénieurs andrigneurs les plus brillants de l'Empire, capables de concevoir les vaisseaux les plus rapides, les plus maniables et les plus performants de n'importe quel autre stratopore. Chaque appareil est pensé comme un outil d'exploration et de domination des cieux, optimisé jusque dans les moindres détails. Si bien que lorsqu'on voit une flotte de Barak Ziflin à l'horizon, toute tentative de fuite est impossible. Ils ne se contentent pas de faire en sorte que leurs vaisseaux rivalisent avec ceux des autres stratopores, ils doivent à chaque fois au minimum les surpasser. C'est cela qui rend Barak Ziflin véritablement unique, associé au paradoxe qu'il incarne. Dans une civilisation fondée sur la prudence économique, elle a choisi de faire du risque un moteur de croissance. Là où certains voient des dangers, Ziflin voit des opportunités. Ces flottes ouvrent de nouvelles routes commerciales dans des régions encore inexplorées, ce qui leur permet souvent de découvrir des gisements d'éther or, leur source d'énergie, là où personne n'avait osé chercher. Ils expérimentent des innovations que d'autres jugeraient trop instables ou trop coûteuses. Et malgré les attentes des autres stratopores, cette approche fonctionne même
tombe très bien, car malgré cette prise de risque constante, Barak-Z Flynn ne se contente pas de survivre, il prospère. Au fil des décennies, son expansion agressive et son esprit d'initiative lui ont permis de devenir le deuxième stratopore le plus prospère de tout l'Empire Caradron, juste derrière Barak-Nar. Et encore, on peut juger leur succès par rapport au nombre de places qu'ils ont au sein du Galdrad, le grand conseil des amiraux des flottes Caradron. Chaque place est attribuée aux stratopores en fonction de leur pourcentage en part de toutes les réserves des terres or. Et depuis un certain temps, Barak-Z Flynn n'a qu'une seule place en dessous de Barak-Nar. Ils représentent à eux seuls environ un quart des places du Galdrad. Et quand on considère cela par rapport à leur philosophie, ils sont presque des ovnis aux yeux des autres Caradrons. Ils sont loin devant les stratopores comme ceux de Barak-Zon, qui sont extrêmement militarisés, ou celui de Barak-Mornar, qui sont un peu les tricheurs ultimes et pour qui tous les moyens sont bons pour leur portée. Et malgré cela, Barak-Z Flynn est loin devant eux, et cela sans absolument aucun coup bas. Donc en plus de leur réussite économique, ils ont réussi à développer une influence politique grandissante chez les Caradrons. Un autre facteur qui a fini par jouer en leur faveur aura aussi été leur capacité à transformer les crises en opportunités et à pouvoir s'adapter à toutes les situations. L'adaptation est un trait de caractère très Caradron, mais même là aussi, Z Flynn arrive à monter la barre plus haut. Par exemple, lors de grands cataclysmes comme le Garak Tornum, le nom que les Caradrons donnent au nécroséisme de Nagash, Barak-Z Flynn est sans doute le stratopore qui a réussi à se relever le plus rapidement de cette catastrophe, et en a même le plus profité après avoir redécouvert énormément de filons d'éther or qui avaient été perdus. À chaque tragédie, Barak-Z Flynn semble se relever toujours plus vite et plus fort qu'auparavant. Ceci étant dit, il y a tout de même un revers à cette médaille. Toutes leurs expéditions sont loin de se solder par des succès. Nombre de leurs expéditions se sont soldées par la perte de flottes entières, comme par exemple l'expédition partie à la recherche de la cité forge de Grogny, attirée par les trésors que renfermait cette cité mythique, qui s'est rendue trop tard qu'elle était infestée par les Skaven. Ou encore une de leurs expéditions en Ulgish, un sous-royaume entre le royaume des ombres et le royaume de la lumière. Un endroit quasi inatteignable pour n'importe qui d'autre, mais leurs vaisseaux ont réussi à y naviguer. Cependant, leur expédition les a menés aux abords de la cité maudite de Shadespire. Et parmi les trésors qu'ils ont trouvés, ils ont ramené un miroir dans lequel était enfermé le favori de Slaanesh, Sigvald le Magnifique, qui a envoûté les membres de cet équipage et qui s'est ensuite libéré. Ce qui montre clairement que parfois des expéditions l'emmènent à des endroits ou des entités qui auraient mieux fait de rester là où elles étaient. Un autre domaine où les Caradrons de Barak-Z Flynn sont uniques, c'est sur le champ de bataille. Là aussi, ils restent fidèles à leur identité. Leur doctrine militaire repose sur la vitesse, la mobilité et les frappes d'une précision chirurgicale, suivie de retraits tout aussi rapides avant même que l'ennemi ne puisse organiser une riposte. C'est bien que dans certains cas, il arrive que les ennemis ne savent même pas ce qui les a attaqués. Pour Barak-Z Flynn, la vitesse n'est pas seulement un avantage, c'est aussi une protection. Une armure invisible qui permet de survivre là où beaucoup d'autres tomberaient. Du coup, est-ce que Barak-Z Flynn est vraiment le stratopore le plus unique de l'Empire? Dans une société où tout est conçu pour minimiser les risques, ce stratopore est vraiment la preuve vivante que l'audace peut être une force, qu'il est possible de prospérer non pas en évitant l'inconnu, mais en allant à sa rencontre. Parmi toutes les constellations Séraphon, il en existe une qui se démarque profondément des autres. Une constellation qui, à première vue, ne semble plus vraiment suivre le grand dessein des anciens, qui combat avec une brutalité presque incontrôlable, et qui pourtant pourrait bien représenter l'avenir même de toute leur espèce. Cette constellation unique est la griffe de Coatl. Pour comprendre ce qui rend ces Séraphons si particuliers, il faut déjà faire un petit rappel sur ce que sont les Séraphons. Ces êtres ne constituent pas vraiment une civilisation ou une culture comme les autres peuples des royaumes mortels. Ils ne sont ni le fruit de l'évolution ni celui du hasard. Ils ont été créés artificiellement, et ce par des entités mystérieuses, divines, qu'on appelle les anciens. Des êtres capables de manipuler les lois mêmes de la réalité, mêlant magie et technologie dans une forme de puissance que même les plus grands mages actuels ne peuvent qu'entrevoir sans jamais réellement la comprendre. Les Séraphons ne sont pas seulement leurs guerriers, ils sont avant tout des instruments, des armes vivantes, façonnées dans un but précis, accomplir le fameux grand dessein. Une sorte de plan cosmique, une vision à l'échelle de l'univers, voire même de l'existence même sur plusieurs réalités possibles
possible, afin de maintenir un équilibre et surtout de lutter contre la plus grande menace qui existe, le chaos. Chaque bataille menée par les séraphons, chaque cité-temple fondée, chaque ennemi éliminé ou même allié éliminé, chaque acte aussi subtil et mystérieux et insondable que seuls les Slann peuvent vraiment comprendre, ne sont en réalité que des fragments d'un schéma bien plus vaste, dont même les séraphons eux-mêmes ne comprennent qu'une partie. Car si les anciens ont disparu depuis des millénaires, leur plan, lui, continue d'exister à travers leur création. Mais il est désormais plus ou moins interprété et potentiellement parfois mal compris, à un tel point que les différentes constellations séraphons l'appliquent de manière très différente. Le rôle de l'interpréter revient généralement aux Slann, des mages antiques d'une puissance inimaginable, capables de manipuler de manière prodigieuse la magie et de percevoir les ramifications du grand dessein à travers l'espace et le temps. Ce sont eux qui dirigent les séraphons, qui décident où et quand frapper, et qui orchestrent chaque guerre comme une pièce dans un gigantesque puzzle cosmique. Dans la plupart des groupes de séraphons, les constellations, tout est parfaitement structuré. Les Slann planifient, les Skinks veillent à l'exécution, tandis que les Saurus et les Kroxigor combattent. Chaque caste des séraphons a un rôle précis, et rien n'est laissé au hasard. Il va, cela dit, y avoir deux types de constellations assez distincts. Ceux qu'on appelle les stellaires, qui semblent presque être de manifestations d'énergie céleste, liées à la magie d'Azir, et capables d'apparaître sur le champ de bataille dans des flashs de lumière, comme des visions venues des étoiles. D'autres, en revanche, ont quitté cet état pour devenir pleinement physiques. On les appelle les cristallisés. En vivant de longues périodes dans les royaumes mortels, ces derniers sont devenus plus tangibles, mais aussi plus influencés par leur environnement. Et avec le temps, cette influence peut profondément altérer leur comportement. Il y a cependant une clé de voûte à l'intégrité des constellations séraphons. Et si cet élément vient à disparaître ou à être absent, l'équilibre d'une constellation se brise et elle peut devenir autre chose. Et sans surprise, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie des constellations, les Slann eux-mêmes. S'ils viennent à disparaître, ce qui était autrefois une armée parfaite peut devenir quelque chose de surprenant. Et justement, c'est exactement ce qui est arrivé à la griffe de Coatl. Avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, la griffe de Coatl n'était pas si différente des autres constellations séraphons. Comme la plupart des autres flottes temples qui voguent dans le vide éthérique à bord de leurs vaisseaux ziggourats, la griffe de Coatl était guidée par la volonté de leurs Slann, qui orchestraient des actions avec une précision froide et méthodique pour faire avancer le grand dessein. Jusqu'au jour où tout a basculé. Durant l'âge du chaos, alors que les royaumes mortels étaient ravagés par les forces des puissances de la ruine, un ennemi insidieux est parvenu à accomplir quelque chose que la constellation n'aurait jamais pu prévoir. Les Skaven du clan Pestilence, maîtres des maladies et de la corruption, réussirent à ouvrir un trou de vermine directement à l'intérieur du vaisseau temple principal de la flotte. Les Amra étaient peut-être à la recherche de reliques anciennes ou des ingrédients nécessaires à la création de leur peste apocalyptique. Mais quoi qu'il en soit, leur intrusion a eu de grandes conséquences, car dans leur sillage, ils libérèrent une forme de corruption particulièrement destructrice, qui a été capable de ronger les mécanismes les plus avancés de ce vaisseau bâti par les anciens. Ce qui a fait perdre le contrôle du vaisseau aux séraphons, qui ont ensuite chuté droit vers Gur, le royaume des bêtes. L'impact fut si violent que l'onde de choc anéantit presque toute vie à des lieux à la ronde. Mais le désastre ne s'est pas arrêté là. Au cœur de cette catastrophe, le dirigeant de la constellation, le seigneur Slann Kex, fut contaminé par les poisons et les pestes déployés par les Skaven. Et ceci, mêlé à l'impact du crash, l'a fortement diminué. Sa puissance mentale lui a permis de survivre, mais il ne fut jamais capable de se remettre pleinement. Affaibli et incapable de bouger sans risquer la mort, il s'est vu obligé de limiter ses interactions avec les autres séraphons de la griffe de Coatl. Privés de leur guide, désorganisés et en grande partie décimés lors du crash, les Skinks qui assuraient habituellement la gestion et la transmission des ordres furent incapables de maintenir l'ordre au sein de la constellation. Et dans ce vide de pouvoir, quelque chose d'inévitable se produisit. Quelque chose d'étrangement primal. Les Saurus, les guerriers généraux de guerre, ont fini par prendre le contrôle. Au sein des séraphons, les Saurus ne sont ni plus ni moins que des armes. Et lorsqu'une arme se retrouve sans maître,
Elle ne peut faire qu'une seule chose instinctivement. Face au chaos, face à l'incertitude, face au chaos et à l'incertitude, les seigneurs Saurus anciens réagirent de la seule manière qu'ils connaissaient, en préparant la guerre. Les bassins de frais du vaisseau encore fonctionnels, qui servent d'ordinaire à générer des Saurus, des Skinks et des Kroxigors, ont été poussés bien au-delà de leurs limites, produisant d'innombrables nouveaux guerriers et majoritairement des Saurus. Mais ce processus accéléré et forcé eut un prix. Les individus qui en émergèrent n'étaient pas comme les autres. Ils naissaient dans la confusion et la douleur. Leur esprit était marqué dès leur création, et au lieu d'être guidés par la discipline froide des Slaanes, ils étaient consumés par une rage constante. À cela s'additionnait le fait qu'ils étaient nés à Gur, un royaume déjà dominé par l'instinct et la prédation. La constellation changea profondément. Ce n'était plus une armée qui cherchait à exécuter un plan cosmique, ni vraiment une extension de la volonté des anciens, c'était devenu autre chose, une force brutale, instinctive et presque incontrôlable. La griffe de Coatl telle qu'on la connaît était née. Aussi, les séraphons de la constellation eux-mêmes ne sont pas les seules choses qui ont commencé à changer. En utilisant les machines divines qui restaient de l'épave du vaisseau temple, tous les environs du vaisseau ont fini par être terraformés en une immense jungle luxuriante, et qui semble être en expansion constante, car les Saurus manœuvrent ces machines sans la supervision et la régulation des Skinks. Et en plus, les machines semblent être alimentées par les lignes telluriques de Gur lui-même, ce qui rend la jungle agressive, presque consciente, de par la nature de ce vent de magie. C'est bien qu'on peut y trouver des plantes carnivores capables d'engloutir des créatures entières, des reptiles venimeux au comportement étrangement intelligent, et même des prédateurs gigantesques comme les carnosaures peuvent rôder dans l'ombre de n'importe quel arbre. Au milieu de cette nature sauvage, les séraphos sont naturellement devenus une partie intégrante de cet endroit. Au centre de cette immense jungle, sur les ruines de leur ancien vaisseau, ils ont fini par bâtir une cité-temple qu'ils ont nommée Mekitopsar. Une cité dont les nombres ne cessent de croître. Avec le temps, leurs armées ont commencé à s'étendre au-delà de leur jungle. Les plaines voisines, autrefois peuplées de tribus humaines, ont été entièrement purgées lorsque celles-ci se sont tournées vers le chaos pour survivre. Et ironiquement, certaines d'entre elles se sont retrouvées dans le besoin à cause des conséquences du crash de leur vaisseau. Il ne reste aujourd'hui autour de la jungle qu'un désert aride et silencieux. La griffe de Coatl était devenue une véritable marée de destruction, attaquant tout ce qui percevait comme une menace. Un trait qui fut sans surprise assez apprécié de la part des peaux vertes, qui sont très nombreux à Gur, et qui sont sans cesse à la recherche d'adversaires à leur hauteur. Encore plus surprenamment, cette constellation, semblable à une ouague bleue, pourrait être l'annonciateur d'un changement encore plus singulier à venir. Face à une telle dérive, à première vue, on pourrait penser que la griffe de Coatl n'est qu'une erreur, une anomalie qui ne serait que la conséquence du hasard. Une constellation défaillante qui a échoué à suivre le grand dessein. Et c'est ce qui est perçu par la plupart des autres constellations. Cela dit, tous ne partagent pas ce point de vue. Parmi les plus grands esprits des séraphons, certains Slaanes ont commencé à voir la griffe de Coatl sous un angle différent. Car malgré leur sauvagerie, malgré leur perte apparente de structure, ces guerriers continuent de remplir leur fonction première, combattre le chaos, sans aucune hésitation ou distraction. Pour eux, il n'y a que l'ennemi et la nécessité de le détruire, ce qui les rend, malgré tout, efficaces et utiles. Là où d'autres constellations doivent analyser, planifier, coordonner leurs actions, la griffe de Coatl réagit de manière instinctive et immédiate. Un comportement qui est bien souvent difficile à appréhender pour leurs ennemis, même pour les plus clairvoyants, comme les serviteurs de Tzeentch. Certains Slaanes en viennent à se poser une question dérangeante. Et si cette forme de guerre, aussi primitive soit-elle, était en réalité parfaitement adaptée à l'état actuel des royaumes mortels, et pourrait peut-être même faire partie du grand dessein. Car derrière la grande sagesse des Slaanes se cache aussi une réalité bien plus inquiétante. Ces derniers disparaissent lentement mais inexorablement. Ce sont des êtres antiques qui sont le pilier des séraphons, mais contrairement aux autres castes, ils ne peuvent pas être recréés. Seuls les anciens, leurs créateurs, le pouvaient, et ils ont disparu depuis des millénaires. Les Slaanes sont donc irrémédiablement condamnés à disparaître un jour ou l'autre. Et avec chaque disparition, c'est une part du grand dessein qui devient de plus en plus floue, plus incertaine. Alors, une question se pose. Que deviendront les séraphons lorsqu'il n'y aura plus aucun Slaane pour les guider? Que restera-t-il de leur mission, du grand dessein et de leur combat contre le chaos? Eh bien, pour certains Slaane, comme le seigneur Kroak,
Les autres séraphons ne cesseront pas d'exister, mais ils finiront par changer, et justement, probablement à l'image de la griffe de Coatl. Cette constellation n'est peut-être pas finalement une aberration, mais peut-être simplement un aperçu du futur. Un futur où ils deviendront des créatures de guerre autonomes, des hordes sauvages de Saurus, de Skink et de Kroxigor, guidées par un instinct sauvage et une haine viscérale contre le chaos. La griffe de Coatl pourrait donc être l'évolution naturelle des séraphons, la dernière pièce du grand dessin qui perdurerait. Quelle est la nation luminette la plus unique? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord rappeler ce que sont les luminettes. Ce peuple elfique a déjà la chance d'exister car leur création est un petit miracle. Teclis, l'illuminateur, les a façonnés à partir des âmes elfiques que Slaanesh, le prince des excès, avait dévorées. De ce peuple, 8 grandes nations sont nées, et chacune ont peuplé les 8 géosegments de Ish, le royaume de la lumière. Les luminettes avaient la grande ambition de vouloir créer une civilisation parfaite, guidée par la lumière, la sagesse et l'illumination. Ils bâtirent de grandes cités-spires à travers les continents de Ish, qu'ils surnommèrent les 10 paradis. Initialement, leur société s'organisa autour d'une hiérarchie appelée le Teclamentari, une sorte d'échelle métaphysique d'élévation spirituelle. Plus un elfe arrivait à s'élever sur cette échelle, plus il gagnait prestige et autorité. L'objectif final étant d'arriver à acquérir l'illumination. Mais ce but a fini par devenir une obsession pour certains, et ils commencèrent à essayer d'utiliser n'importe quel moyen pour y parvenir, ce qui bien sûr ne fut pas sans conséquences. Par exemple, l'Aetherquartz, la pierre de royaume de Ish, le royaume de la lumière, peut être utilisée pour accélérer la réflexion et booster les capacités mentales. Elle était donc utilisée par certains comme un raccourci dans leur quête d'illumination. Mais malheureusement, ceux qui l'utilisaient trop finissaient par développer une dépendance. La compétition entre érudits, artisans et mages et l'orgueil collectif des Lumines a petit à petit fini par fragiliser leur civilisation. Les rivalités ont commencé à grandir entre les nations et ces tensions ont fini par atteindre leur apogée à Lokari Dara, la chute des spires. Une catastrophe qui plongea Ish dans la guerre civile et ouvrit la voie au chaos. Le peuple luminette n'a ensuite réussi à survivre que grâce à une réinvention de leur culture, centrée autour des enseignements des esprits élémentaires. À partir de là, les cultures des nations ont commencé à être plus homogènes. Mais parmi elles, il y en a une qui s'est toujours profondément distinguée, celle de la nation d'Iliata. Géographiquement, elle se situe sur le deuxième géosegment de droite de Ish, et elle est surnommée la grande nation des mers de l'esprit. Dès l'âge des mythes, avant même l'Okaridara, elle se démarquait des autres nations luminettes par sa vision de la lumière et de l'illumination. Là où les peuples d'autres nations avaient poursuivi cette quête en se focalisant avant tout sur l'élévation individuelle, les Iyétains étaient différents. Pour eux, la lumière et le savoir ne devaient pas être accumulés, mais avant tout partagés. Dans leur philosophie, ils croyaient qu'il existait une limite à l'illumination individuelle, et que celle-ci pouvait être perdue ou gaspillée. En revanche, tant que la lumière intérieure de la race elfique était transmise à travers les générations, elle ne pouvait que croître. Et donc, là où les autres luminettes cherchaient avant tout la perfection personnelle, Iyata plaça au centre de sa culture la continuité, la transmission et la multiplication de la vie. Et sans grande surprise, cette philosophie fit d'Iliata la nation la plus peuplée de Ish, et même l'une des plus peuplées de tous les royaumes mortels. Et ce, malgré le fait que les elfes avaient tendance à avoir une croissance un peu lente, de par leur longévité individuelle. De par ce culte à la natalité, la société d'Iliata est devenue profondément matriarcale. La maternité elle-même y est devenue sacrée, et de par le fait, les rôles les plus respectés étaient les sages-femmes, les instituteurs et institutrices, ceux qui guidaient les enfants depuis le berceau et leur inculquaient les valeurs d'Iliata. Leur peuple considère qu'il est du devoir de chaque luminette de faire des enfants et de les élever de façon à ce qu'ils surpassent leurs parents dans tous les domaines. La réussite individuelle en elle-même apporte donc peu si elle ne s'inscrit pas dans une lignée plus vaste. En somme, pour un Iyétain, repousser les limites de son art n'est une réussite que si la génération suivante arrive à encore plus les repousser. Les femmes d'Iliata, qui non seulement donnent naissance, mais transmettent aussi le savoir des anciens à leurs héritières, ont toujours eu un statut extrêmement élevé chez eux. La célébration de la vie touche aussi d'ailleurs toutes les autres formes de vie sur ces terres.
Iliata est couverte de forêts et de prairies luxuriantes, qui seraient parmi les plus glorieuses de Ish, et de par le fait de nombreux sylvanettes y vivent. D'ailleurs, leur déesse mère, Alarielle, la reine éternelle, est sans surprise énormément vénérée par ce peuple. Elle y est honorée au même niveau que Tyrion et Théclis, ce qui quelque part n'est pas très surprenant. Alarielle est la déesse de la vie et donc aussi associée à la fertilité, et leur culture matriarcale les aura sans doute naturellement orientés vers une déesse. Ceci étant dit, cette vénération de la vie et le statut social plus élevé des mères a fini par créer une dérive qui le mena vers une voie dangereuse. Ceux qui ne pouvaient pas donner directement la vie, ou encore ceux qui étaient inféconds, ont commencé à chercher un moyen d'apporter leur contribution à Iliata. Associé à cela, certains Iliatins en vinrent à considérer la procréation naturelle comme inutilement douloureuse, mais aussi sale et contraire à la quête d'illumination. Une forme de puritanisme en quelque sorte, qui est sans doute partiellement due à l'aversion qu'ont les elfes envers Slaanesh. Ceci dit, ils croyaient toujours fermement en la philosophie d'Iliata et étaient conscients de la nécessité de perpétuer leur peuple. Mais pour ce faire, ils ont cherché une alternative plus pure à leurs yeux. C'est dans ces recherches que le processus de l'arcanogénèse a été inventé. Ce procédé a été développé à l'aide de sortilèges et permettait de diviser la lumière spirituelle et la conscience d'un individu afin de créer un double parfait, un clone arcanique, un autre être vivant qui partagera la même âme. Très vite, ces clones sont devenus le moyen idéal de transmettre le savoir. Un clone permettait de travailler 2 fois plus, d'étudier plus vite et de répandre plus largement sa sagesse. Avec le temps, l'arcanogénèse devint presque obsessionnelle, à un tel point qu'elle commença à prendre le pas sur la procréation naturelle. Certains elfes se copiaient 3, 4, 5 fois ou davantage, afin d'étendre leur influence et aussi leur célébrité. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que plus la lumière de leur âme se divisait, plus elle s'affaiblissait. Si les âmes des elfes sont connues pour être très résilientes, fractionnées, elles peuvent commencer à devenir vulnérables à certaines influences. De plus, l'impact du surclonage n'a pas été seulement spirituel, mais aussi psychologique. Des familles de clones d'un seul individu ont commencé à devenir de plus en plus narcissiques, insulaires, convaincus qu'aucune trahison n'était possible entre des incarnations d'un même esprit. Et elles s'adonnèrent à des pratiques toujours plus étranges et contre nature. Le fait d'avoir plusieurs versions d'un même individu ensemble boostait leurs points forts, mais exacerbait aussi leurs points négatifs. Les limites qu'un individu se fixait à lui-même devenaient de plus en plus faciles à piétiner. Par exemple, imaginez un scientifique qui s'était toujours dit qu'une certaine expérimentation sur des créatures vivantes pourrait apporter de grandes découvertes médicales. Et malgré les souffrances qu'elle pourrait apporter, la fin pourrait justifier les moyens. Il aurait toujours gardé cela dans son fort intérieur, mais ne s'y serait jamais autorisé vraiment. Et là, tout d'un coup, vous avez 4 autres versions de vous-même qui pensent exactement la même chose que vous. Et c'est là qu'on voit vraiment le danger du clonage parfait. Vous devenez, avec votre famille de clones, une véritable chambre d'écho, un cercle vicieux qui essaie de s'auto-convaincre que la fin justifie les moyens. Vous êtes le seul qui vous comprend vous-même, le seul qui détient la vérité. Tout cela ne serait pas devenu forcément une si grande menace si cela n'était pas arrivé à l'échelle de la nation entière. Des expériences de plus en plus inimaginables ont été accomplies, provenant d'idées qui n'auraient jamais pu être imaginées par un seul esprit, mais qui ont pu l'être par plusieurs itérations d'un seul. Certaines d'entre elles ont créé des paradoxes arcaniques et des failles dans les lois de la réalité. Et grâce à certaines de ces aberrations, les puissances de la ruine ont pu pénétrer dans Iliata. Des hédonistes de Slaanesh et même des disciples de Tzeentch, qui étaient très curieux des inventions quasi impossibles que les Iliatins avaient réussi à créer. L'une de ses plus célèbres créations avait été créée par Sarandua, une mage aussi brillante qu'imprudente. Elle avait divisé son âme en 5 pour multiplier ses capacités d'apprentissage. Et la légende raconte qu'à leur mort, chacun de ses clones a été enterré à des endroits différents et avec un fragment du plus puissant artefact qu'elle a créé, la manne d'Arcanova, l'une des créations apocalyptiques créées par les
lunettes, qui attire depuis longtemps la convoitise des serviteurs du chaos. Cette époque est vue comme une période de honte par la nation d'Iliata, un gâchis de destruction et de perte presque totale qu'ils cherchent à oublier, à un tel point que le mentionner constitue un sujet tabou pour eux. Après l'Okari Dara, la réinvention changea profondément Iliata. Déjà, la création de plus de 2 incarnations pour une seule âme fut strictement interdite, aussi bien par Iliata que dans tout le reste de Ish, et dans certaines régions les plus meurtries par les aberrations commises par le surclonage, même un seul clone est parfois mal vu. Ce trauma aura donc créé des communautés qui sont complètement revenues à leur valeur d'avant la création de l'arcanogénèse. De par la longévité des elfes, certains clones survivants de l'âge des mythes existent encore, mais leur présence reste controversée et très mal vue. Aussi, maintenant les clones jumeaux sont encouragés à se différencier. Par exemple, porter des vêtements distincts, pratiquer des disciplines opposées et essayer de développer des personnalités contrastées afin d'éviter qu'ils ne s'entre-influencent négativement. Malgré la restriction de seulement 2 clones, Iliata demeure toujours la nation la plus peuplée des lunettes. Elle a réussi à trouver un équilibre entre la prolifération et la modération. Mais la peur du clonage n'a jamais disparu réellement à Iliata. Si de nouvelles voix mirent fin aux excès de l'âge des mythes, leur mémoire collective, elle, resta profondément marquée. Dans l'imaginaire iliatain, la duplication incontrôlée est désormais éternellement associée à la chute, aux invasions démoniaques et à la perte de leur pureté spirituelle. Cette peur a même mené parfois à une forme de paranoïa. Même les naissances naturelles multiples sont devenues suspectes. Bien sûr, la nation célèbre toujours la maternité et la transmission de la lumière, mais toute forme de prolifération jugée trop excessive est observée avec méfiance et inquiétude. Les jumeaux naturels sont tolérés, surveillés et soumis à des règles strictes de différenciation. Mais au-delà de 2 enfants issus d'une même naissance, la peur prend le pas sur la compassion. Même s'il s'agit de naissances naturelles, le stigmate qu'a laissé le surclonage a aussi étendu la peur à ceux-ci. Cela a d'ailleurs mené à ce que certaines figures nées d'Iliata, pourtant innocentes, soient rejetées par leur propre peuple. Ceci étant dit, à l'âge de Sigmar, les Hosts d'Iliata sont toujours réputés pour leur cohésion surnaturelle. Les clones jumeaux combattent souvent côte à côte, agissant comme un esprit dans 2 corps. Les régiments Vanari d'Iliata savent instinctivement comment leurs alliés vont réagir, car leurs jumeaux se trouvent généralement dans le régiment voisin, et un lien persistera toujours entre eux, malgré leurs efforts de différenciation. Et ces liens ont pu être utilisés de manière prodigieuse contre le chaos. Par exemple, lors d'une bataille contre des démons de Tsinch qui avaient ouvert un portail du chaos vers leur domaine, la victoire semblait presque impossible, car à chaque fois que le démon était transpercé, ils apparaissaient instantanément de l'autre côté du portail du chaos et revenaient tout de suite à l'assaut, ce qui créait un tour presque ininterrompu des démons, une bataille d'usure presque impossible à gagner. Ils n'ont pu être vaincus que grâce à des régiments de clones jumeaux. Une partie abattait les démons, pendant que l'autre ont traversé le portail du chaos et grâce à leur lien avec leurs jumeaux, savaient exactement le moment où leur alter ego abattait le démon et les ont abattus quasiment exactement au même moment où ils se rematérialisaient dans le royaume du chaos, ce qui leur a permis de remporter la bataille, mais au prix de la vie de la moitié d'entre eux, car le portail a fini par être fermé et une partie d'entre eux s'est vue piégée de l'autre côté. Au fur et à mesure que l'âge de Sigmar avançait, le peuple d'Iliata a continué à affronter de plus en plus d'épreuves et d'ennemis innombrables, que ce soit durant l'ère de la bête ou encore plus récemment avec la Malruine des Skaven. Si bien que des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles certains ont commencé à enfreindre à nouveau les interdits sur le clonage pour renforcer les hostes de guerre, un crime que certains pensent nécessaire pour sauver des vies. Mais même si cela permet de survivre à la crise qu'ils traversent, les conséquences futures pourraient être encore plus dramatiques, comme cela l'a été durant l'Okari Dara. Maintenant, parlons des Iliatins les plus connus, qui sont sans conteste Eliana et Elator, 2 jumeaux natifs de cette nation. Ils sont l'incarnation parfaite de l'ambivalence de leur nation. Dès leur plus jeune âge, leur talent était évident. Eliana se révéla être une mage prodige, dotée d'une compréhension instinctive de la magie ishienne. Elator, quant à lui, excella dans l'art du combat, faisant preuve d'une maîtrise martiale rare même parmi les Vanari. Leur ascension sur l'échelle du Déclamantari fut fulgurante, trop peut-être. Ils gravirent les degrés de l'illumination à une vitesse jamais observée, défiant les normes établies par les maîtres les plus anciens. Mais comme on l'a vu, à Iliata, le génie attire autant la crainte que l'admiration. Leur efficacité, leur parfaite synchronisation et leur absence apparente de limite éveillent
réveillèrent les soupçons et la méfiance parmi les Iliatas. Certains insinuèrent que leur lien dépassait le cadre naturel, allant jusqu'à les accuser de pratiques interdites liées au clonage ou à la duplication spirituelle. Cela dit, ces accusations étaient infondées. Pourtant, afin de prévenir tout risque et peut-être pour les protéger d'une société devenue trop méfiante, Teclis lui-même intervena pour protéger ses prodiges et décida de les éloigner de Ish. L'Illuminateur avait une certaine affection pour eux et les a pris sous son aile. Sans doute voyait-il Tyrion et lui-même en eux, deux jumeaux, une mage et un guerrier. D'ailleurs, nombre d'autres luminettes ont aussi vu ce parallèle. Certains le voyaient même comme un signe et pensaient qu'ils étaient bénis par les dieux jumeaux. À la demande de Teclis, Elania et Elator furent envoyés parcourir les royaumes mortels afin d'y acquérir l'expérience, l'humilité et la sagesse que leurs prodigieux talents seuls ne pouvaient offrir, et aussi bien sûr veiller sur les royaumes eux-mêmes. On a aussi pris connaissance d'une fratrie assez particulière qui vient d'Iliata. Il y a Shendara, une Alarite, Ex-Rendur, un poète, et Kintadris, une cartographe. Et comme on l'a vu, même si les jumeaux sont techniquement tolérés et encore pas toujours, les triplés éveillent une facette plus sombre de la peur collective d'Iliata. Ils n'ont pas été clonés ou créés par la magie, ils sont nés naturellement, et pourtant leur simple existence a été perçue comme une menace. À Iliata, maintenant, les sages-femmes peuvent compter jusqu'à 2, mais plus au-delà. Et donc, pour les triplés, quadruplés, quintuplés, etc., la peur se transforme rapidement en rejet. Les murmures deviennent accusations, et les accusations deviennent condamnations. Les triplés ont vite compris qu'ils ne pourraient jamais vivre paisiblement à Iliata. Non pas parce qu'ils avaient fauté, mais parce qu'ils incarnaient malgré eux tout ce que la nation cherchait à oublier. Craignant pour leur sécurité, ils prirent la fuite, quittant Ish pour survivre. Et le destin aura voulu qu'ils rencontrent un protecteur assez singulier, Nassan, un esprit élémentaire de la montagne. Il leur accorda refuge sur son dos, et depuis, ils voyagent avec lui à travers les royaumes mortels, loin des lois et des regards d'Iliata. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais on peut les trouver dans un supplément du jeu de rôle de l'Age of Sigmar Soulbound, Refuge des royaumes, pour ceux qui seraient intéressés par le JDR. Pour conclure, Iliata est une nation que je trouve très fascinante, de par sa philosophie, mais aussi de la façon dont son histoire traite le clonage. Clonage qui est d'ailleurs d'habitude un concept qu'on a tendance plus à voir dans la science-fiction, mais ça montre aussi que cela peut clairement être exploré dans la fantasy. Et en plus, ça apporte un twist intéressant, car dans la science-fiction, bien souvent, quand on parle de clonage, on en vient à créer la question de qu'est-ce qui constitue un être conscient. Et souvent, la notion d'âme commence à être questionnée. Mais là, dans le cas de l'arcanogénèse, on établit clairement que c'est la même âme qui est partagée par plusieurs êtres, avec le même esprit et les mêmes souvenirs. Et donc, au lieu de cela, ce qui est exploré, c'est plus l'aspect psychologique que peut provoquer le fait d'être avec plusieurs versions de soi-même, que je trouve plutôt intéressant. Dites-moi donc ce que vous avez trouvé le plus intéressant, et je vous dis à la prochaine.